Hello there. Say my name. お前はもう死んでいる。 Why so serious? Houston, we have a problem. Ne sois pas désolé, sois meilleur. Encore du travail? Vers l'infini et au-delà. Moi, je voudrais savoir quand vos maladies et vos épidémies disparaîtront pour les remplacer par des plus mortels. C'est nul! You're goddamn right. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rip Hop Brother. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Et pour ce faire, je suis encore accompagné de mes frangins. Salut Guillaume, ça va ? Salut Thomas, ça va ? Nickel, écoute. Et de Jérôme. Salut Jérôme, ça va ? Salut, ça va et toi ? Écoute, super, comme tout à l'heure. Comme il y a 2 secondes. Exactement. Nous allons donc parler d'un réalisateur qui a marqué le cinéma. Pour qui j'ai une affection toute particulière car il a bercé notre enfance. Je pense que mes frangins en seront d'accord. Oui, tout pareil. Je vais vous donner quelques indices. Si je vous dis 2,21 gigawatts et non pas gigawatts. Maman disait toujours que la vie c'est comme une boîte de chocolat. Eddie Valiant, je vous arrête. Ou encore Wilson. Je pense que vous avez deviné, nous allons parler de Monsieur Robert Zemeckis. Retour sur l'un des plus grands réalisateurs du cinéma. Et donc on va commencer par un petit historique. Donc je crois que Jérôme, tu nous as préparé un petit truc. Oui, tout à fait. Petit, gros, je sais pas. Je vois que tu as une liasse. T'as une ramette de papier, c'est ça ? C'est ça. J'ai un peu épuisé Non, l'imprimante. C'est un réalisateur qui nous marque, qui nous a beaucoup marqué, comme je viens de dire. C'est quelqu'un, voilà. Vous avez peut-être pas reconnu tous les films. Je pense qu'il y en a au moins 2. Alors vous deux, vous êtes obligés d'avoir reconnu tous les films. Oui. Hein. Oui. Voilà. Et à nos chers auditeurs qui se comptent par dizaines. Parce que dès que ça fait 20, ça fait 10. Ça fait 2 dizaines, donc ça marche. Voilà, donc il y a certains films où on se doute pas que c'est lui quand on l'a vu. J'ai redécouvert par exemple que Seul au monde c'était lui. J'avais complètement oublié que c'était lui qui l'avait réalisé. Il a fait beaucoup de choses et en vrai sa carrière est très diversifiée. Il a touché à beaucoup de styles. Oui, complètement. Et bien pour ce faire, je te laisse nous guider dans sa biographie condensée. Alors Robert Zemeckis, né 14 mai 1952 à Chicago. Il a grandi là-bas, père ouvrier et une mère infirmière, donc rien à voir avec le cinéma. Il n'a pas vraiment, dès l'enfance, baigné dans un univers avec des parents dans le 7e art. Mais malgré tout, il adore les films. Voilà, il passe son temps devant la télévision, dès qu'il y a un film, il le regarde, il rate rien. Dans une interview, il a même dit qu'un des premiers films qu'il a le souvenir d'être allé voir au cinéma, c'est Danger planétaire ou The Blob en version anglaise. Et en fait, ce film est sorti en 58, si je dis pas de bêtises, je ne l'ai pas noté, c'est une faute de ma part. Wow. Sauf que je vous rappelle qu'il est né en 52. Donc 58, il était très jeune. Donc je me dis, est-ce qu'il a vraiment vu quand il est sorti au cinéma ? Ou il a vu une rediffusion plus tard, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup C'est de... ça, il n'y a pas trop d'informations là-dessus, mais il se souvient avoir vu ça. Et il se souvient avoir été fasciné par ce film, parce que dans le film, je n'ai pas vu, je m'excuse pour ça. Il faut le trouver, hein. Oui, tape The Blob sur internet, et tu vas tomber sur plein de trucs, mais ça... Surtout des parodies en fait. Mais ouais. Et en fait, il était fasciné parce que dans ce film, à un moment donné, il y a une école qui est vandalisée pour sauver le monde. Et ça, il a fait, mais c'est magnifique. Oh, je vais faire ça à l'école aussi. Voilà. Après ce film, il disait qu'il était un peu fan de ce genre de choses où il s'est rendu compte dans ce film que c'était une série B horrifique. Hein, on va pas, voilà. Surtout dans cette époque-là, c'était vraiment. C'est ça. Et en fait, il était fasciné par tous ces réalisateurs et toutes ces équipes techniques, du coup, qui étaient plus dans la débrouillardise pour essayer de faire un film. Ouais. Et en fait, lui, il s'est mis en tête à cette époque-là que un film, ça se fabriquait.
Il a raison, mais Voilà, s'il l'a vu effectivement le jour de sa sortie, il a réalisé ça quand même vachement tôt. Alors, Ah oui. il s'est pas dit ça tout de suite. En fait, il a regardé plein de films de série B, horrifiques. Et il a compris Ouais. que Et c'était... Pour lui, c'était ça en fait. C'était qu'un film, ça se fabriquait quoi. Bah, Oui. c'est un assemblage de plein de personnes en fait qui viennent ensemble pour... Il a compris que tout le monde pouvait faire un film en fait. Tout le monde. Alors, c'est pas trop dans ce terme-là. C'est plus dans le terme. On a envie de montrer quelque chose, sauf qu'on n'a pas les moyens. Du coup, on va demander de l'aide à quelqu'un, à une personne, on va demander des outils à un autre, voilà. Et en fait, tous ces trucs-là, ça va construire ça me fait penser beaucoup à un autre réalisateur du coup, que je pense on a peut-être tous en tête, John Carpenter, Oui, c'est un Jean Charpentier. C'est un peu la même chose. Ouais, et- Par exemple, le masque d'Halloween, ils ont galéré à trouver, et finalement, c'est un Et, masque. et la maison en fait de Michael Myers quand il est enfant, en fait c'est une maison délabrée que toute Oui. l'équipe, les acteurs, les gens de l'éclairage, des caméras, du son et tout ça, tout le monde a participé pour repeindre la maison, pour retaper un peu pour que ce soit crédible à l'image quoi. Ben, Voilà. Bon, revenons-en à Zemeckis. c'est un petit peu le système D. Ouais, mais c'est Voilà. exactement ce que Zemeckis C'est ça. avait Et compris. Zemeckis, il adorait ce genre de truc. Au niveau de ses études, il a eu des études plutôt classiques, parcours scolaire classique. Pour l'université, il a candidaté dans une université, l'université de Californie du Sud, Ouais. une très grande université dans laquelle il y a plusieurs écoles, dont une école de cinéma qui est très réputée. Et il a postulé pour cette école de cinéma qui est très fermée. Vraiment, il y a très peu de gens qui arrivent à y rentrer. Sauf que lui, il voulait absolument y aller parce que dedans, il a vu qu'il y avait Jerry Lewis qui enseignait. Sérieux? Et il était fan de Jerry Il Lewis. était très fan de Jerry Lewis, il a vu qu'il enseignait, il a fait il faut que je rentre dans cette école. Pour rentrer dans cette école, il a fait une candidature vidéo. Alors autant vous dire, candidature vidéo à cette époque-là, c'était quand même très rare. Ouais, donc ils se sont dit, le mec il a mis les moyens. Donc, il a et... mis les moyens. Bon, il y en avait d'autres qui l'avaient fait avant lui, Ouais, bien sûr. mais parce que... il a quand même mis les moyens et bon, il a été Donc, finalement accepté. université, on est début des années 70 du coup. Ouais, à peu près. Dans je les pense. années 60 à peu près, ouais. Enfin, Parce que 70, s'il est de 70. 56. 52. 52. 52. Ouais, donc c'est fin des années Fin 60. des années 60, Ouais. il rentrait à l'université. Même en 69, il rentrait à l'université. Voilà. Juste pour une petite information, l'université de Californie du Sud a vu quand même des grands noms du cinéma, dont Robert Zemeckis du coup, Ron Howard, Ouais, John Carpenter, ouais. George Lucas. Ah ouais. Spielberg aussi, non? Je vous donne que ces noms-là. Il y a pas alors, Spielberg? Ah, Spielberg, j'ai pas trouvé en fait, donc je vais pas dire cette information. ouais. Je sais Non, mais ça fait, Je sais c'est plus dans quand, quelle école il est allé. c'est quand même pareil. Ron Howard, il y a des gens qui vont penser à lui en disant ouais, il a fait énormément de films. Il a été hyper prolifique dans Oui, les oui. années 80-90. Même récemment, il a fait des trucs assez intéressants aussi, genre Cœur de l'océan. Ah oui. Ouais, Histoire ouais. c'est une histoire moderne de Moby Dick en fait. Ouais. Qui est un très bon film aussi. Du coup, il entre en 69 dans cette université. Zemeckis, hein, pas Ron Howard. Oui, il y était déjà passé. Non, il est plus âgé, Ron Howard. Je sais pas. Il Ouais, me bon, semble. bref. Et information à confirmer. Sauf que quand il arrive dans cette université, il voit des gens. Et en fait, il voit qu'il est entouré de gens qui, selon lui, sont un peu des personnes, des bobos, on pourrait dire, pour nous. Pour le Ah. traduire comme ça. Ce sont tous des hippies qui qui parlent d'auteurs très célèbres, qui ont fait des choses qui étaient très riches de sens et tout ça. Alors que lui, ce qu'il aime, ce sont les séries B horrifiques. Et Ouais. tout ce qui est film d'action, film d'espionnage, tout ça, la James Bond et tout ça, c'est ça les films qu'il aime en fait. Mm. Et quand il voit tous ces gens-là parler, il dit En fait, Ouais, en fait, lui, il veut faire du film. Alors, j'aime pas ce mot parce qu'il peut être un peu péjoratif, populaire. Et les autres veulent faire du film prise de tête, du genre pendant une demi-heure, je vais filmer un boulanger en train de pétrir sa pâte et sans aucun mot, sans rien, tu vois. C'est quelque chose qui, à mon sens, ça peut être l'artiste et le projet artistique s'exprime comme on veut, hein, ça, on le fait comme on veut, mais à mon sens, pour moi, ce n'est pas ça le cinéma. c'est ça. Qu'est-ce que oui, tu veux dire quelque chose Robert Zemeckis, je pense qu'il voulait faire du cinéma accessible à tout le monde. Et là, je viens de regarder, Ron Howard, il est né en 1954. Ah, donc il est plus jeune, Voilà. De 2 ans. de 2 Ouais, ans. ouais. Donc ça veut dire qu'il est arrivé 2 ans après. Bah du coup. Ça se trouve, il y a des ils chances. se sont croisés dans les couloirs. Il y a des chances, oui. Du coup, il voit tous ces gens-là, donc bon, il se sent un peu mis de côté parce que lui, c'est pas trop le cinéma qu'il aime. Mais à ce moment-là, il rencontre quelqu'un qui va absolument changer toute sa vision de l'université. Cette personne qu'il va rencontrer, c'est Bob Gale. Ça dit sûrement rien aux gens qui écoutent, et sûrement rien
Peut-être à vous deux, bon, si je pense maintenant, oui. Si, on a fait quelques recherches Ah oui, quand même. Oui, un petit peu, je mais pense. du coup, c'est Mais- le duo infernal, quoi. C'est ça. Robert Zemeckis et Bob Gale ont grandi en regardant les mêmes films et les mêmes séries. Et du coup, très vite, ils deviennent amis, quoi. C'est vraiment quasi des frères de cinéma. Et très rapidement, au sein de l'université, ils sont connus comme les deux Bob. Bah ouais, c'est ça. Oui, Robert, oui, parce Robert que et... Robert, le diminutif, c'est Bob. Et, En Amérique, aux États-Unis, ouais, enfin en anglais du moins. Ouais. C'est Bob and Bob. Ouais, du coup, ils appellent les deux Bob. Et ces deux Bob. C'est Dupont et Dupont, en fait. C'est un peu ça. Ils vont faire 2 courts-métrages pendant leurs études. Le premier court-métrage, c'est The Lift. Ouais, qui est assez ouf, en fait. Ouais. Assez particulier. Ouais, c'est complètement taré. L'histoire de The Lift est un peu particulière. Bon, c'est un court-métrage d'étudiant, hein, faut c'est un aussi... court-métrage d'étudiant qui est disponible sur YouTube. Hein, vous pouvez le trouver assez facilement. Vous marquez The Lift, espace Alors, Zemeckis. pour ceux qui parlent pas anglais, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, oui. Et c'est l'histoire d'un gars qui fait la Sa routine métro, Ouais. boulot, dodo. Sauf qu'il y a un pépin dans sa vie, c'est l'ascenseur qui marche pas. Il n'arrive pas à prendre l'ascenseur. Au début, ça marche bien, mais petit à petit, ça déconne et à la fin, il n'arrive plus. Et il meurt. Voilà. Non, mais ce qui est rigolo, il meurt parce qu'il fait une crise cardiaque dans l'escalier. Voilà. Et ensuite, il descend de son corps par l'ascenseur. C'est ça, il Donc ramène son corps c'est- au rez-de-chaussée par l'ascenseur. C'est... Il n'arrive à il- prendre l'ascenseur à la fin que quand il est mort. Voilà, c'est une bonne morale. Et ils font un deuxième court-métrage qui, celui-là aussi, est assez intéressant, The Field of Honor. Par Champ de contre, celui-là, l'honneur, il est très, Ah ouais, franchement. très engagé, je trouve. qui parle d'un militaire qui sort d'un hôpital psychiatrique, sauf qu'il se retrouve confronté à la vie civile dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont un peu fous. Et violent, et c'est sûr. C'est ça, une personne ça- qui harcèle une femme qui sort un couteau dans un Ouais. bus et lui, il Alors- voit ça, il est un peu choqué, il rentre chez lui, un peu en catastrophe. Son père, qui est aussi un ancien militaire, qui est à peu près aussi fou que lui, qui lui dit ça doit être les rouges qui nous attaquent, sort les armes et bon, de fil en aiguille, le militaire se retrouve de nouveau à l'hôpital psychiatrique parce qu'il a fait une bêtise, il a tué quelques flics, mais pas que d'ailleurs. Ouais. les voisins. Ouais. Bon. Des courts-métrages qui sont assez intéressants et qui en fait arrivent devant les yeux de 2 personnes. La première, c'est John Milius. Cette personne, je suis pas sûr que qui que ce soit le connaisse. C'est quelqu'un qui est très connu à Hollywood parce que il a servi pendant un certain temps de passerelle entre l'université et les studios de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui allait chercher des scénaristes et des réalisateurs dont il trouvait les projets intéressants pour les emmener face à certains studios de cinéma. Ce type travaillait à la Metro-Goldwyn-Mayer, donc MGM. Si vous voyez pas ce que c'est le logo tête de lion. Ouais, où ils ont vraiment utilisé un vrai lion pour le faire dans les années 50, 40 ou 30, je sais En plus, effet. faudrait revoir ça. Ouais. Il y a des images qui sont où tu te dis, ah ouais, en fait, il n'y avait pas la société protectrice des animaux à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, lui, en fait, il avait beaucoup aimé The Field of Honor. Ce même projet a aussi tapé dans l'œil d'un autre réalisateur qui aujourd'hui est très connu. SS Pardon. Oui. Oh, je devrais pas dire ça. Je me suis dit, tiens, on va dire ses initiales. Je suis désolé, hein, mais Steven Spielberg, ses initiales, c'est SS. Oui, Steven Spielberg, donc. C'est 4 hurluberlus, comme j'ai marqué sur ma fiche. C'est un peu les 400 coups ensemble. Et surtout, ce qu'ils amusaient à faire, quelque chose qui coûtait très cher à l'époque, hein, ils prenaient une caméra Super 8 et ils filmaient leur soirée. Voilà, ils filmaient plein de trucs, ils s'inventaient des Ce histoires. que et- tout le monde peut faire maintenant avec son téléphone portable, eux, ils le faisaient à l'époque où ça coûtait une blinde. Ça Voilà. coûtait quand même un peu cher d'avoir une Super 8 et de s'amuser avec. Mais c'était Et puis- la Super 8 de Spielberg apparemment. Donc, Mais la Super 8 de Spielberg, c'est la fameuse qu'il avait depuis son enfance, avec laquelle il a tourné énormément de choses. oui, c'est ça. Il me semble que c'était un truc comme Alors ça, c'est une légende, alors est-ce que c'est la vérité ou pas On ne saura jamais. Voilà. Enfin voilà, du coup les 4, donc c'est Bob, John et Steven. Ils auraient pu monter un groupe de rock. La BBJS, Singer. Les Beatles of America. C'est ça. Mais en fait, à force de traîner ensemble, ils parlent beaucoup de cinéma forcément ensemble et ils commencent à avoir des idées de films. Et il y a un scénario qui commence à se construire. C'est un peu, au début, c'est un peu un fourre-tout de ce qui leur plaise beaucoup au cinéma. Et c'est tellement un fourre-tout que ça mêle beaucoup de choses, notamment le film de guerre, comédie musicale et un peu d'érotisme aussi. Au début, tu te dis que c'est quelque chose qui pourrait faire peut-être un bon scénario, je sais pas. Ce sont quand même 4 têtes un peu qui sont mais aujourd'hui importantes. À l'époque, Ils sont au début de leur carrière, Ça, donc oui, ils oui. savent pas enfin, ici, ils commencent à savoir, parce que Quand il Spielberg- commence à parler de ça, Spielberg avait déjà en tête Jaws en fait. Ouais. Les Dents de la Mer, pardon. Jaws, c'est le nom, le titre anglais. Il était déjà en train d'écrire le projet. En même temps, du coup, il faisait ses soirées avec leur Super 8 et ils écrivaient du coup un film. Ce film, ce sera plus tard, le film 1941. Et en parallèle, les 2 Bob. Parce que 1941 est un projet qui allait prendre un peu plus de temps. Les 2 Bob, je vais les appeler comme ça à partir de maintenant, ce sera plus simple parce qu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils trouvent le temps de leur côté pour écrire leur premier film, à eux du coup, qui s'appellera I Wanna Hold Your Hand, qui est le titre d'une chanson des Beatles, mais le titre en français ce sera Crazy Day, et qui sortira aux États-Unis en 1978, mais en France en 1985.
Donc beaucoup moins d'impact forcément. Bah, du coup, oui, beaucoup moins d'impact. Alors, ce film, bon, ce sera la première réalisation de Bob, bien entendu. Enfin, Zemeckis, Bob Gale sera juste scénariste dessus. Et producteur, il me semble aussi, coproducteur. Sauf que ce film, ce sera aussi la première production de Steven Spielberg. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, il sort en 78. Il y a Les Dents de la Mer qui est déjà sorti. Rencontre du troisième type qui est déjà sorti aussi. Ouais. 77 Rencontre du troisième type. Ouais, donc il est déjà... Donc il a déjà de l'argent. il a est déjà, bankable. Voilà, il est un peu bankable et il commence déjà à investir dans d'autres films dont la première production sera Crazy Day. Du coup, Spielberg, vu que c'est un pote, il va laisser carte blanche en disant aux deux Bob, allez-y, vous avez écrit le scénar, je vous fais confiance, lancez-vous. Alors ce film sera un four complet, ratage complet, 2,8 millions de dollars de budget. Ah quand même? Oui, ça m'a aussi été surpris quand j'ai vu le film. Surtout de l'époque? Bah ouais. Box office a rapporté 1,9. Voilà. Il manque 1 million. Et à l'époque, c'était pas mal quand même. Hein. Même aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Alors ce film, il parle, même pour l'époque, c'était déjà un sujet que tout le monde s'en foutait apparemment. C'est 3 adolescentes, 3 lycéennes, sont très fans des Beatles et elles apprennent qu'ils vont être diffusés à la télévision. Sauf que ces adolescentes, elles sont dans le New Jersey, ils sont diffusés À New York. à New York. À New York, ouais. Voilà, à partir de New York. Dans sur un l'un des plateau à late New shows York, de l'époque, le Ed Sullivan Show. sur et- la et- CBS, je crois c'est. Et du coup, elles décident de se rendre à New York et d'aller dans leur hôtel pour les voir. Alors Et il y en a une qui veut prendre une photo des Beatles parce que c'est une apprentie journaliste. Il y en a une, elle est amoureuse de Paul. et L'autre, elle est... elle va se marier, elle a pas trop envie. Et si, après, ils embarquent une quatrième sur la Oui, route aussi. et Qui la est- quatrième qui est embarquée, elle, c'est parce qu'elle a manifesté contre les Beatles, parce qu'elle dit que ce groupe c'est une fraude et qui fait de la pub aux autres groupes qui existent. Ouais, parce que eux ils sont pas conscients, ils font du rock de midinette et C'est c'est ça. pas C'est les en autres fait- comme Bob Dylan et C'est autres. un peu ce que disent certaines personnes aujourd'hui sur les groupes de K-pop. Ouais, Où il y en a qui disent c'est juste Ils des n'ont pas de produits capote. d'entreprise. pardon, blague nulle. Ils se disent juste que c'est des groupes d'entreprise et que c'est pas vraiment eux qui veulent vraiment interpréter cette chanson. Ah BTS, c'est le porte-étendard de la Corée du Sud. Hein. Alors, c'est pas forcément une bonne chose ou une mauvaise chose, je dis juste que c'est comme ça. Bref, C'est ça. revenons-en aux Beatles. Et en fait, il y a quand même quelque chose de ouf au niveau de la réalisation de ce film. C'est que du coup, à la fin du film, ou vers la fin, on voit le Ed Sullivan Show, mais ils ont réussi à intégrer les vraies images et les images du film, c'est-à-dire on voit à travers des écrans, on voit à moitié, on a l'écran à moitié, puis on voit de loin les Beatles, mais en fait ils ont pas pu réengager les Beatles Bah non, puisqu'ils ça. étaient jeunes. Donc, Et surtout, ça devait coûter cher aussi. Ça aurait coûté plus de 2 millions, je pense, s'ils avaient mis les Beatles en vrai. Non, mais Ouais. là, je pense qu'il y a une histoire de droit aussi des chansons des Beatles qui a dû coûter cher. Oui. De complètement. droit à l'image parce qu'ils ont réutilisé des images du Ed Sullivan Show, donc tu dois payer. Enfin, je pense que c'est plus les droits qui ont dû coûter cher que la réalisation parce qu'on n'est pas sur un truc de ouf en termes de. Ouais, c'est un d'effets premier, spéciaux. c'est un premier long métrage, donc forcément. Non, mais il y a des techniques de réalisation qui sont quand même très bien, je trouve. Oui, tout à fait. Bah, Le film, effectivement, est pas extraordinaire, mais. Ce que tu disais Thomas, oui, c'est à la fin en fait, pour donner une idée un peu aux auditeurs, c'est il y a un plan de caméra où la scène on la voit, on voit les chanteurs, sauf que c'est flou, Ouais. on les distingue en fait plus qu'on les voit. Le point est fait sur une télévision qui est censée retransmettre ce qui est en train d'être filmé. Alors, c'est la télévision en plus qui est certainement dans la régie. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est là-dessus qu'on voit l'image d'archive du coup des Et- Beatles de l'époque. et je trouve que cette scène-là est très bien réalisée. Oui. Et l'euphorie qui est, parce que faut savoir que quand ils sont arrivés, les Beatles, c'est leur première télé aux États-Unis, première fois qu'ils mettent les pieds sur le sol américain. Pendant le Ed Sullivan Show, il y a des filles qui sont tombées dans les pommes. Il y en a, enfin, c'était la première fois où il y avait des fans psychotiques, quoi. C'est les ça. premières fans psychotiques, c'est les fans des Beatles, quoi. Il faut, voilà. Après, je sais pas, il y avait Elvis aussi. donc. Ouais, Ouais, avant, il y avait Elvis, aux États-Unis, ouais. 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 Mais après, ce qui est sympa, c'est qu'on voit que c'est assez Après, c'est le clivant. premier groupe, peut-être le premier groupe étranger qui a Ouais. fait autant de. Oui. de- Ouais, je pense, ouais. Mais après, peut-être la portée internationale était un peu plus importante pour les Beatles que pour Elvis, je sais pas trop. Bah, Elvis, il était américain déjà, donc bon. Et ensuite, du coup, il a enchaîné par quoi? Zemeckis, continuons notre historique. Et ensuite, c'est en pas fait, les Beatles. ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps qu'ils faisaient Crazy Day, il y a John et Steven qui continuaient d'écrire pour 1941. Mhm. Et dans leur temps libre, Zemeckis et Gale venaient aussi pour rajouter un peu de gras au scénario. Et donc 1941 va sortir en 79, Mhm. donc un an après Crazy Day. Et ce sera pas un grand succès auprès du public. Pourtant, il sera nommé aux Oscars. 3 prix aux Oscars. Ah ouais? Ce sont pas des prix d'acteurs ni de réalisation, c'est des prix de photographie, de bande son, je crois. Et enfin bref, c'est que des trucs. Ouais, mais c'est quand même des trucs qui sont. Alors, pour Voilà. la profession, ça veut dire quelque chose. Pour le grand public, ça veut rien
dire du tout. Pas Soyons vraiment. honnêtes. Du coup, c'est effectivement un film de guerre un peu comique. Il y a c'est beaucoup pas Papa Schulz, ça. C'est Non, un peu c'est, plus. Non, c'est un peu plus sérieux. C'est mais- en plus dedans, il y a certains acteurs qui sont assez. Il y a Dana Aykroyd et John Oui. Goodman. Ouais, donc Dan Aykroyd, si on vous parle à SOS Phantom ou les Blues Brothers, vous voyez qui c'est. Mais bon, il y a pas mal de critiques qui diront que ce film est, je cite, chaotique, pas vraiment drôle, difficile à suivre. Voilà, c'est ce qui se disait à l'époque. Après, en termes de box-office, on pourra pas dire que c'est mauvais. Un budget de 35 millions. Ouais. Euh, Ok, attends, il est passé d'un budget de presque 3 millions. Oui. Il a fait 10 fois plus. Sauf que là, il était pas réalisateur, Zemeckis. Ah, il était scénariste. Le réalisateur, c'est Steven Spielberg. Ah ouais, donc il avait déjà fait certains films. ouais. Et en fait, le budget du coup qu'il a pu avoir des studios était plus important. Mais il a quand même rapporté 94 millions, 95 quasiment. x3. Allez, à peu près. Hein, Sauf en que gros. pour les studios, c'est un échec. Ah bon? Ah ouais, non, Ouais, parce alors- que le public, une majorité n'a pas aimé et les critiques ont été mauvaises pour la plupart. Donc pour les studios, c'est un échec. Alors, ça veut dire que c'était des studios qui étaient beaucoup plus consciencieux que les studios modernes, que du moment qu'il y a l'argent qui rentre, c'est pas vraiment le problème, c'est plus il faut que les gens soient contents et heureux. À l'époque, c'est ce qui se disait apparemment. Ouais, Et ben, c'est comme ça que ça devrait être, non? c'était la nouvelle vague en fait. C'était Ouais. parti de la nouvelle vague. Enfin, c'était entre guillemets la fin de la nouvelle vague et le début des gros blockbusters. Ouais, donc il fallait que les gens soient contents parce que du coup, après, ils voient un nom de réalisateur, d'acteur, ou enfin surtout de C'est réalisateur, ça. puisque et donc ils retournent au cinéma. Voilà. Et là, si les gens sont pas contents, mais que ça fait rentrer de l'argent, c'est peut-être que, ouais, d'accord, ils avaient une vision sur le long terme. Oh, mais c'était possible ça? Certains, oui. Avant, Parce que oui. justement, comme souvent avec la nouvelle vague, on leur donnait carte blanche. Bah, ils se disaient, ok, je vais essayer de faire quelque chose qui me plaît à moi d'abord, mais quand même qui puisse plaire au public. Hmm. Ce qui fait que on enchaîne très bien parce que du coup les deux Bob ne se laissent pas abattre. Ils ont fait un échec plus un semi-échec, je fais des guillemets pour ceux qui. Ouais, parce qu'on Voilà. on est à l'oral, donc. Ouais. Pas trop, C'est pas trop très radiophonique. Exactement. ouais, c'est ça. Et du coup ils se laissent pas abattre et ils enchaînent sur un autre film qui sera plus parodie, c'est pas trop le terme en vrai. Comédie. Une comédie critique on va dire plutôt. Parce que c'était critique sur la société des années 70 avec l'image du type qui fait des arnaques pour gagner du pognon, pour gagner du pouvoir. Alors, des arnaques comme ça, il y en a certaines, t'en fais, tu peux pas. Oui, mais en ouais. fait là c'était plus l'image de l'American Dream qui justement montrait que les gens pouvaient réussir en arnaquant et en... Ouais, mais c'est ce qu'on Voilà, pourrait, comme ça. ce qu'on pourrait appeler une comédie pseudo-dramatique. Elle est pas vraiment dramatique. Hein. Ouais, bah, c'est un mec qui s'en sort pas et qui essaye de gagner du pognon par tous les moyens possibles. Alors si, il arrive à s'en sortir. Ah, il s'en sort quand même pas trop mal. Hein. Ouais, mais bon, il vit dans une caravane. Le film c'est Used Car ou La Grosse Magouille en français. Non, plutôt cohérent parce que quand tu penses au I Wanna Hold Your Hand et Crazy Day, déjà ils ont changé le titre, mais ils ont gardé un titre anglais. Et du coup, en fait, ce film, ça parle d'un type qui travaille dans un truc de voiture d'occasion, Un truc de revente de voitures d'occasion. Sauf que ces voitures sont vraiment très délabrées et personne ne voudrait vraiment les acheter s'il savait dans quel état elles étaient. C'est ça. Il magouille un peu. On voit au tout début, première scène, il baisse le kilométrage d'une voiture qui est à 14 000 ou je sais pas combien. Il la baisse 900. à 30 000. Ouais. Non, c'est c'est pas 80, 900, c'est en miles. Donc Ah oui, c'est- oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, 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 oui. Il baisse ça à 30 000, je sais plus, enfin, un truc comme ça. Le pare-choc tombe, il le recolle avec son Avec son chewing-gum. chewing-gum, oui, ouais. c'est- Les voitures qui sont repeintes avec de la peinture à l'eau. Est-ce qu'on dit quand même que c'est un jeune acteur à l'époque qui incarne du coup ce vendeur Oui, que c'est, plein de gens connaissent tout jeune pour l'époque, Kurt Russell, Voilà. qui incarne vraiment bien ce personnage un peu arnaqueur, magouilleur. Et ce qui est dommage parce que c'est des rôles qu'il n'a plus trop refait par la suite dans des comédies ou quoi. Il a très peu joué là-dedans. C'est vrai. C'est assez dommage, je trouve. C'est vrai. Après, il a enchaîné sur des films qui étaient plus des films d'action ou même d'horreur. Oui. Mais du coup, ce film, est-ce qu'il a marché? La grande question. Non, Alors, il est rentré dans ses fonds. déjà, c'est pas mal. C'est mieux que Crazy Day. Voilà, donc déjà, c'est une note semi-positive. Il a coûté 8 millions de dollars. Ouais, pour un deuxième film, c'est quand même un beau budget. Ouais, et il a rapporté 11,7 millions. Ça au va, box-office. c'est pas... Il rentre dans ses frais. Il n'est pas arrivé tout de suite en France par contre, hein. Il est arrivé un peu plus tard, je sais plus exactement quelle année. Étant donné que pour eux c'était quand même un échec, quand on arrive à dire que 1941 c'est un échec alors qu'il a rapporté... 3 fois, ça sonne. un peu plus de 3 fois. Bon là du coup pour eux c'était vraiment un échec aussi de rapporter à peine quelques millions de plus. Ils décident d'essayer d'atteindre le public d'une autre manière, parce que là ils avaient fait la comédie critique, ils avaient fait un autre type de comédie autour des Beatles, ça plaisait pas, du coup ils sont partis dans la parodie. Oh, c'est compliqué ça, hein. Parce Ouais, que en ouais, fait ouais. ils avaient vu du coup les films des Zaz. Quand on dit Zaz, c'est Zucker, Abraham Zucker, c'est 3 personnes qui réalisaient des films. Sachant Des que films de comédie. les Zookers, ils sont pas frangins en plus, je crois. Ils sont...
Si, les Si, Zucker ils sont frangins. C'est Abraham qui est à part en fait. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est 3 réalisateurs qui ont fait des films complètement barrés. Pour les passionnés de cinéma et tout ça, les As, vous en aurez déjà entendu parler. Vous avez certainement vu ces films. Et pour les autres, ça n'est pas la chanteuse. Ouais. Oui, c'est pas une chanteuse. Non. Vu qu'ils veulent partir sur la parodie, ils vont sur un domaine de parodie qui a été très peu traité. C'est le film d'aventure. Parodie. Je vois où tu veux en venir. Sauf que, disons que ce film, ils se sont pas dit on va faire un film d'aventure parodie. Non, c'est un des acteurs du film, qui était aussi producteur à l'époque de ce film, qui a dit moi j'ai ce film-là, si vous voulez le réaliser, allez-y. Sérieux ? Oui, c'est Michael Douglas. Michael Douglas, tout jeune, et qui est accompagné avec Kathleen Turner. Exactement. Voilà. Avec l'aide de Steven Spielberg, et il a rencontré Michael Douglas et il a dit à Michael Douglas que il y avait 2 de ses amis qui cherchaient du coup à faire un nouveau film, mais ils avaient pour le moment, ils avaient une idée, mais elle pouvait pas tout de suite s'émerger, donc du coup ils voulaient faire autre chose en attendant. Bon, après Bob Gale n'a pas trop participé à ce film-là, mais Zemeckis s'était mis en avant pour devenir le réalisateur, et ce n'est autre que À la poursuite du diamant vert, ce film. Qui, pour le coup, je donne mon avis personnel, est un film très sympa. Oui, franchement, c'est un film, on passe un bon moment devant, c'est assez cool, c'est un petit film d'aventure très sympa. Ouais. Très bon. C'est pas le film de l'année, mais c'est un bon film, on passe un bon moment. Voilà. Et c'est pas, après tout, est-ce que c'est pas ce qu'on demande en regardant un film, quoi, de passer un bon moment? Si, tout à fait. Voilà, donc ce film est un franc succès. Là, pour le coup, ils ont mais réussi t'as les leur Indiana coup. Jones qui sont passés avant et tout ça, donc Oui, les films d'aventure ont déjà du sortent sur la succès. vague, ils ont de la cote, Ils ont cote, du ouais. succès, sauf que eux, comme ils touchent le coup de la parodie, c'est une autre façon de prendre le film d'aventure qui plaît beaucoup. Ouais, donner un donc- essor un peu comique. Voilà. Et puis ça fait du renouveau un peu. Donc un budget de 10 millions pour ce film, ce qui est très peu par rapport à 1941 qui était de 35 millions. Et au box-office, il a eu 115 millions 115 millions de dollars. Voilà. de dollars. Ça fait que Robert Zemeckis devient quelqu'un à ne plus fuir pour les studios. Ouais, au début, ils étaient un peu frileux, ouais, ces 2 premiers films, machin. Ils ont pas bien marché, Ouais, donc, pas voilà. ouf. Ça va leur permettre d'enfin réaliser le film qu'il voulait absolument faire avec son ami Bob Gale. Oui, ouais. Son compare de toujours, on compare. Et donc, je vais vous raconter la genèse de ce projet suivant. Ça commence dans les années 80, début 80. T'as Bob Gale, il est en visite chez ses parents, et il tombe sur l'album de lycée de son père. Les albums de lycée, on n'a pas trop ça en France. En fait, c'est un album dans lequel il y a les photos de tous les élèves, Alors, et c'est- des événements et tout ça. Et en fait, c'est un truc c'est un album sur la dernière année. C'est ceux qui sont en dernière Oui, année de c'est lycée ça, aux oui. États-Unis. Ouais. Et en fait, c'est un album sur lequel tu as les photos d'événements qu'il y a eu et des photos d'événements sportifs et qui sont données à la fin de l'année quand les gens quittent le lycée. Et puis les élèves, ils peuvent mettre une petite citation, je crois, dessous, hein, Ouais. sous leurs Ça, photos. apparemment, ça dépend des lycées. Ouais. Ils Et puis peuvent il y en pas a. toujours. Et puis c'est un truc aussi de. Oh, on sera toujours amis. Donc il y a des gens qui se laissent des mots, tout ça. Donc c'est quelque chose de vachement important hein, C'est ça. aux États-Unis. Pour information, ça s'appelle aussi un almanach. Voilà. Attention, un petit élément. Bob Gale, quand il voit ça, il tombe sur la photo de son père. Il se pose une question. Est-ce que j'aurais été ami avec lui? Voilà. Question pour le moins Et étrange. en fait, cette question, elle va Lui trotter dans la tête. lui trotter dans la tête pendant longtemps. Il va commencer à écrire un scénar à partir de ça. Et très rapidement, il va en parler à son ami Zemeckis. Zemeckis va tout de suite être assez pris par ça aussi, et ils vont commencer à écrire des choses. Une chose en écoulant une autre, un scénario va commencer à se construire. Un scénario tangible selon eux. Il y a eu plusieurs versions d'ailleurs. Ah bah ça, c'est pas étonnant. Et c'est ainsi que commence l'aventure Retour vers le futur. Eh ouais. Donc plusieurs scénarios vont s'enchaîner, comme je l'ai dit, et un premier va sortir en 81. Donc on remonte le temps là du coup, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé la date pour La poursuite du diamant vert, mais il est sorti en 84 ce film. D'accord. Donc Donc c'était avant ça
qu'ils Ils ce avaient projet. le projet de scénario. Exactement. Et du coup, est-ce que La Poursuite du Diamant Vert est sorti en même temps en France ou pas? Oui, sorti en 84 aussi. Ouais, parce qu'il a très bien Parce marché. que j'ai regardé sur internet, Used Car et Crazy Day, ils sont sortis en 85, sachant que Used Car est sorti en Ouais, avril parce que- 85. Ouais, mais parce que justement, La Poursuite du Diamant Vert a fonctionné. Du coup, ils se sont dit, tiens, on va sortir les films C'est ça. qu'il a fait précédemment. Et le truc, c'est qu'ils l'ont sorti en France, mais pas dans l'ordre où c'est sorti aux États-Unis. Non, Ils ont bah non. sorti- Oui, oui, ils non, ont non, sorti, non, ça, oui. Ils s'en foutent. Grosse magouille avant Crazy Day. C'est à quelques mois d'écart. Oui, oui. Avec La Poursuite du Diamant La Vert. Poursuite du Diamant Vert, ils ont vu que le réalisateur, il fonctionnait, du coup ils ont voulu diffuser ses anciens films, je suppose, ça doit être un truc dans le genre. Oui, Ou peut-être oui, qu'ils ont oui. vendu un lot Voilà. Et il y avait ça dedans. et c'était distribué comme ça aussi. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne la distribution dans les autres pays, mais je pense qu'il doit y avoir un truc dans le genre. Du coup, ils écrivent des tas de scénarios, plusieurs versions pour Retour à le futur, parce que à chaque fois qu'ils en proposent une, les studios leur disent non, ça va pas trop, non, ça nous plaît pas trop, ça c'est un peu trop gentillé. Enfin, il y a des tas Ouais, c'est ça. de commentaires comme ça. Du coup, ils font plusieurs scénarios. Et pour information, dans un des scénarios, la machine à voyager dans le temps, c'est pas une DeLorean, c'est un frigo. Ouais. Et là, apparemment, elle a pris plusieurs têtes, la machine à voyager dans le temps, mais moi j'ai trouvé ça, qu'à un moment donné, il y en a un où c'était un frigo. Justement, il y a un truc avec le frigo et Spielberg et tout ça. Si on vous dit le dernier Indiana Jones, pas celui qui va sortir, parce qu'au moment où on enregistre, il y en a un autre qui va sortir. Je sais pas si c'est lié, mais c'est Ah possible. ben apparemment c'est lié. Spielberg aurait dit que l'idée lui avait plu, qu'il avait voulu le remettre dans un film. Alors sachant qu'il ne voyage pas dans le temps, mais qu'il est propulsé par une bombe nucléaire. Hein. Oui. Ce qui est totalement impossible, mais bon, c'est Indiana Jones. Bref. Et il y a un autre scénario où Marty aurait découvert le carburant pour voyager dans le temps, et ça aurait été du Coca-Cola. Voilà. Donc ça aurait fait une très grosse pub au Coca. Buvez ça, vous irez dans le passé. Alors le souci, c'est que si tu veux, ça aurait été presque, c'est Mac Enemy quoi. C'est le Coca-Cola, ça fait survivre les extraterrestres. Alors oui, peut-être ça aurait fait ça, mais d'après Zemeckis et Gale, ces scénarios se tenaient. Hein. Ils étaient vraiment tangibles et surtout, J'aimerais bien les lire. et Ah ouais, surtout, moi aussi, franchement. C'était le studio, il me semble que c'était Columbia, qui avait dit que les scénarios étaient très bien les scénarios, sauf qu'ils étaient un peu trop gentillés. C'est eux les premiers qui ont dit ça. Gentillet. Un peu trop gentillés, ouais, y a pas assez d'action, c'est pas assez énervé, Ah, c'est pas d'accord. assez. Ah, parce qu'il faut des poursuites, parce qu'il faut des machins, faut. Ouais, ouais. Si, en C'était- fait, ils trouvaient le truc, ouais, y avait pas, apparemment, il n'y avait pas vraiment de méchants définis à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment, enfin, voilà, il manquait des choses à leur scénario. Une anecdote qui est très connue aussi, Disney aussi a refusé leur scénario parce qu'il y avait une scène qui était incestueuse pour eux. Un fils qui refuse les avances de sa mère, pour eux, c'était pas possible. Alors, faut avoir vu Retour vers le futur, hein, mais en fait, elle sait pas que c'est sa mère. Hein. Oui, Alors, oui, je c'est dis, ça. je dis ça pour les trois qui n'ont pas vu Retour vers le futur, et je vais vous dire une seule chose et une seule, allez voir Retour vers le futur. Voilà. Ouais, je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait pas vu, mais on sait jamais. Je vis avec une qui a vu Retour vers le futur il y a quelques années à peine. Oui, bon, d'accord, mais voilà, tout le monde n'est pas comme ça non plus. Ouais, non, mais il y en a. Écoute, Il y a aussi une chose qui est une légende. D'après eux, Zemeckis et Gale, il y aurait eu 40 versions du scénar ah quand même. et 40 refus. Parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient un nouveau scénar, ils Ouais. le proposaient. Oh là là. Mais ça, c'est une légende. Je pense qu'ils ont un peu gonflé les chiffres. parce Ah, que peut-être 40, qu'ils c'est sont, beaucoup non, quand mais même, peut-être qu'ils sont à une 10 ou 15 et que c'est quand même déjà énorme quoi. Ils ont dit, ouais, il y en a eu 40. Peut-être qu'ils étaient des Marseillais américains, j'en sais rien. Mais voilà. Ils n'arrivaient pas à vendre leur film. Ça bloquait, ils n'arrivaient pas, ils étaient un peu dépités et tout. Et surtout que personne ne voulait avoir affaire à eux, puisqu'ils avaient fait que des échecs pour eux, à ce moment-là. C'est là qu'arrive le film À la poursuite du diamant vert. Et qui là, ce film est un carton. Et étant donné que c'est un carton, les studios commencent à dire, ah ouais, finalement, ils savent faire des choses. Enfin, en tout cas, Zemeckis sait faire des choses, parce que Gale n'était pas sur la poursuite du diamant vert. Mais Zemeckis sait faire des choses. Donc, il commence à avoir des studios qui retournent des réponses plutôt positives. Sauf que le problème, c'est le budget. Chaque fois, il est trop bas le budget. Il faut un peu de thunes quand Bah même. oui. Hein. Et à ce moment-là, Gale et Zemeckis, qui se sont déjà fait produire 2 films par Spielberg, même 3 parce que pour Diamant Vert, c'en était un aussi. Mais en fait, les deux, Used Car et Crazy Day, La Grosse Magouille et Crazy Day, pardon, je dis au moins les deux titres français. Comme c'était des échecs et que c'était financé par Spielberg, ils se sont dit, Retour vers le futur, ça marche pas, on n'a pas trop envie de lui mettre ça sur les épaules, quoi. Et surtout que ça a fait un autre échec au début de sa carrière de producteur, c'était un peu chaud. Ouais. Ils voulaient pas, du coup c'est pour ça qu'ils sont allés voir plein d'autres studios, qu'ils ont commencé à essayer de négocier et tout. Au final ils ont fini par baisser les bras, ils ont dit ok bon ben on peut pas faire autrement, on va appeler Steven, on va lui demander de financer notre film.
Et là, c'était la bonne idée. Pour Franchement, le coup, ouais. oui, mais ça, à ce moment-là, il le savait pas parce que Bah forcément, t'es toujours bancal quand tu lances un projet et puis il y a un truc Surtout qui te tient vraiment à cœur. quand Et... ton scénar a vu autant de versions, tu dis bon, Oui, est-ce qu'au oui, bout oui. d'un Ouais, moment, c'est chaud, quoi. On s'est peut-être pas un peu perdu, voilà quoi. Donc du coup, ils ont finalement accepté. Donc c'est Amblin et Universal, donc les deux, parce que en fait, Amblin c'est la société de production de Steven Spielberg. Et Hamblin. Universal, c'est la société de production où Spielberg a commencé en fait avec eux. Ouais. Donc il avait un pied dedans en fait. C'est quand même l'un des plus gros studios du cinéma américain, Universal, avec Ça la fait partie 20th des plus gros, Century, oui. avec la Ouais, 20th ouais, Century Warner. Fox. C'était Ouais, les trois plus Warner. gros, en Ouais, fait. ouais. Ils sont toujours. Hein. La MGM aussi à l'époque était peut-être moins forte, remarque que c'était plus au début, Bah, la au MGM. milieu des années 1950 par là, c'était un Ouais. très très gros. MGM, ça a diminué après. Ouais, parce qu'ils ont eu du mal à faire la transition aussi avec la couleur, avec le cinéma parlant, tout ça Ouais. aussi. À une Bref. époque, la tête de lion, c'était voilà. Ah bah tu le reconnais de suite. Bah oui, voilà. Du coup, ils arrivent à négocier un budget de 19 millions de dollars pour Retour à le futur 1. Tendu quand même, hein. Sauf que le truc, ils sont aidés, parce que étant donné que Steven, c'est le meilleur ami de George Lucas, Yeah. eh bien, ils ont pu demander à George Lucas, parce que George Lucas, pour Star Wars, il a créé une entreprise d'effets spéciaux, qui est Industrial Light and Magic, Ah ouais. qui, du coup, ont été le studio qui a fait les effets spéciaux de Retour à le futur 1. Ah ouais, je savais pas, j'avais pas calculé ça. C'est ouf, hein. Oui, donc... Tout est lié. Tout est lié. C'est une grande famille, le cinéma. Tout le monde dit ça tout le temps, et ça se vérifie pour beaucoup. et ça, c'est limite incestueux quand même. Hein. Oui, non. Après, voilà. Après ce qui se passe... Ah, ils font ce qu'ils veulent, hein, j'ai pas envie de savoir. Hein. Je veux juste regarder les films, moi, c'est tout. Du coup, le film est lancé, le scénar est prêt, les acteurs sont là. Le film est lancé, sauf qu'à la moitié du tournage, Steven Spielberg va voir Zemeckis et lui dit l'acteur principal, il est pas génial. Hein. Eric Stoltz, ça marche pas. Oui. Ça va pas. Ça va pas, il va falloir bouger et tout. Zemeckis dit, en fait, Zemeckis, il voulait pas changer l'acteur principal, il disait non, mais peut-être que si, peut-être au montage, ça le fera et tout. Et à force, il s'est laissé convaincre que non, ça allait pas du tout, qu'il fallait changer, qu'il y avait quelque chose qui... J'aimerais bien voir les rushs d'ailleurs de ça. Je pense qu'on Eh bien, peut les trouver. Je hein. ai cherché les rushs, j'en ai trouvé aucun. Ah ouais. Je sais pas ce qui... Je sais... Peut-être qu'ils les ont jamais. Peut-être sur le Blu-ray il y a quelque chose. Parce que Ouais. Peut-être, ouais. J'ai pas vu le Blu-ray moi personnellement. Peut-être qu'il y a des choses en plus sur le Blu-ray, mais voilà, j'ai pas trouvé d'archives. sur Après, le net. franchement, le Blu-ray de. Regardez, il est trop nul. Non. Ouais, c'est chaud quand même Mais pour j'ai Rick un Stoltz. livre que Guillaume m'avait offert qui parle justement de tout Retour à le futur 1, 2 et 3 avec Ouais. des anecdotes dedans où on voit pas mal d'images d'archives, de photos d'Eric Stoltz qui jouait le Marty McFly. Ça avait l'air de marcher, mais en vrai, comme on n'a pas le jeu d'acteur, on sait pas trop. Parce que Ouais, c'est ça. Et, visuellement, ça fonctionne et aussi. puis, en fait. et puis là, je suis désolé, mais maintenant, dans l'esprit de tout le monde, c'est Michael J. Fox. Ah Ah oui, oui, bah oui, oui, Marty oui, oui. McFly, c'est Michael J. Fox. Quoi. Il y a D'ailleurs, pas il a de... changé de nom, il s'appelle Marty. Non. Donc voilà, ça c'est petite anecdote du film. Il y en a plein d'autres en vrai, mais c'est pas un podcast autour de Retour à le futur, c'est un podcast autour de Zemeckis. Robert Zemeckis. Juste petite chose que je me suis amusé à faire. Il y a des expressions dans la version française de Retour à le futur qui ont été traduites. Notamment nom de Zeus. Voilà, nom de Zeus à la base, bon c'est Great Scott qui dit. Great Scott. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est Mauviette. En fait, c'est un terme qui est dit à Marty McFly et qui le fait réagir à chaque fois parce qu'il dit personne ne me traite de Mauviette. Ouais. Voilà. En anglais, c'est chicken. Et oui, parce que c'est poule mouillée en fait. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que c'est ça qui est étrange. Pendant 2 films, ils disent Mauviette en français, mais dans le dernier film, dernière scène, ou quasiment la dernière, quand il se retrouve face à la brute de son lycée de son époque, il dit poule mouillée. C'est Needles, du coup, le gars. Ouais. Et il dit. Qui est d'ailleurs le fils de Biff normalement. Tu veux pas faire la course, t'es qu'une poule mouillée. Et là, il dit bien poule mouillée, quoi. Ouais, mais du coup, il réagit pas parce qu'on l'a pas appelé Mauviette. C'est la morale du film, elle y est plus. On pourrait croire ça. Juste petite anecdote là-dessus, quand j'ai regardé un passage en particulier, c'est dans Retour à le futur 2, quand il est dans le futur et qu'il est face à Griff et à ses sbires. Ouais, ouais. Quand il dit Mauviette en français, l'autre, le robot à côté, enfin le cyborg, il appuie sur un bouton qui répète Mauviette. Alors qu'en anglais, et c'est ça du coup, on a perdu ça en français, quand il dit Mauviette, Griff, à côté, il appuie sur un bouton et ça fait un bruit de poulet. Ah, c'est dommage. C'est trop bien. Oh, la VO, elle est. Alors, le souci, c'est que c'est le genre de film, comme on l'a vu enfant, on va pas se diriger vers la VO et tout ça. Donc, effectivement, il y a des gags, parce que ça, c'est un super gag. Ah ouais, quoi. franchement, Oui, ouais. Le ça gars, marche il très appelle, bien, il ça, fait du coup. chicken. C'est ça. Ça marche très très bien et franchement, c'est vrai que ça, c'est dommage, on a perdu quelques Ouais, trucs. et ça se perd toujours. Hein. Dans les traductions, c'est très difficile. Hein. En vrai, c'est Même un si le film- doublage, il est très bien fait. Ah Le oui, doublage français oui, est oui. très bien fait. Le doublage français a fait qu'on a retenu des tas de choses. Le nom de Zeus, Oui. Ah ouais. c'est quelque chose qu'on a retenu. Et quand on entend le nom de Zeus, on Par- pense. et je reviens sur mon intro. Le 2,21, ils disent gigawatt. 2,21 gigawatts 2,21
gigawatts. Mon Dieu. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Ouais. C'est bien gigot. Alors, ce ne sont pas, c'est pas un agneau qui fait du Non, je sais non, pas quoi. c'est C'est gigawatt en fait. Hein, C'est ça. en électricité. Ouais. Ça, ce sont des erreurs. Ça fait partie des petits bloopers qu'il y a. Oui, c'est ça. Le nom de Zeus, on l'a retenu facilement, mais le Great Scott, ils l'ont moins retenu aux États-Unis. C'est moins quelque chose qu'ils ont retenu. Même le chicken, comme c'est quelque chose qui se disait partout, voilà. Mauviette, c'est quelque chose Qui est revenu. ouais. Ouais. Non, mais c'est quand même un film très très marquant. Faut pas. Une trilogie très Il y a marquante. d'autres choses aussi Ouais. que j'ai relevé parce que bon, étant donné que je l'ai regardé, je les ai re-regardés sur Amazon Prime, t'as plein de langues différentes. Tu vois, je me suis un peu amusé à regarder tout ça. C'est en France qu'est né le début du doublage. Hein, Et du doublage sérieux. Ouais. Le doublage tout court, en vrai, ça a commencé en France. Parce que à la base, ce qu'ils faisaient, c'était les films dans plusieurs langues. Ouais. C'était les mêmes acteurs qui faisaient la scène dans une langue, puis dans une autre, puis dans une autre. Ça leur coûtait super cher et puis souvent Ça c'était coûtait pas trop bien cher, fait. Voilà. Et en France, il y a des studios qui ont fait bon nous si vous voulez, on va faire le doublage pour vous quoi. Et c'est là que ça a commencé. Parce qu'il y a plein de pays où il n'y a pas de doublage en fait. Le polonais, je pense que c'est la pire version que j'ai Ouais. écoutée. Le polonais, ce qui se passe, c'est que t'as la bande son originale et genre une seconde après, t'as quelqu'un qui parle avec une grosse voix bien grave, C'est qui le mec- répète ce qu'il dit. Ouais. En fait, c'est un traducteur. Mais c'est un traducteur, oui, de ce qu'il dit. C'est comme vous voyez, si tu voyais une interview avec une personne qui parle pas ta langue, il dit t'as un traducteur. alors oui, je suis arrivé aujourd'hui dans ce studio, tu vois, C'est ça, ouais. Il y a deux bandes son l'une sur l'autre et c'est vraiment horrible à écouter. Enfin, après. Ça doit l'être, ouais. Ouais, j'ai pas regardé tout le film comme ça, je vous rassure. Hein. De toute façon, je comprends pas le polonais, donc ça aurait été un peu idiot. Le gars, il peut dire n'importe quoi, voilà. Enfin voilà, du coup, ce film il a le succès qu'on connaît, hein, ça devient un succès international. Combien il a rapporté C'est T'as un des truc, chiffres alors il a coûté, du coup, je vous ai dit 19 millions. Ouais. Il a engrangé au box-office 381 millions. Donc Et là, du coup, il les sort- studios, ils ont fait ah ouais. Il sort en 85 et Steven Spielberg dirait de ce film c'est la définition du goût du popcorn parce que pour lui c'est le film par excellence de cinéma où c'est un film de divertissement réel. Ouais. Ouais. Il y a tout dedans. Il y a de l'aventure, il y a De de l'humour, il y a de l'émotion, il y a De l'action. de l'action. Il est complet. Il est complet. Ça, exactement. Donc il sort en 85, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, ils font un gros cliffhanger à la fin du film parce qu'ils souhaitent faire une suite. Sauf qu'à ce moment-là, quand ils ont fait le film, ils savaient pas si elle allait marcher. Ouais. Donc ils ont préparé la suite, mais les acteurs n'étaient pas engagés sur la suite. C'est pour ça qu'il y a un switch avec. Exactement. Il y a une actrice qui change, la copine de Marty, ce n'est plus la même. Alors, elle a changé non pas parce qu'elle avait pas signé, mais parce qu'en fait, au moment où ils lui ont demandé de tourner le 2, elle devait s'occuper de sa mère qui était malade. Oui, mais comme elle avait pas signé de contrat pour Et voilà, elle n'était pas obligée en fait. Il y avait zéro obligation. Légalement, zéro obligation. Ouais. Entre-temps, donc la suite, ils la préparent en fait après avoir vu le succès, sauf qu'ils peuvent pas la tourner tout de suite parce que le scénar est pas totalement écrit, donc ils ont pris du temps. Zemeckis, il voit différents projets défiler à travers les studios. Il tombe sur un projet qui est Roger Rabbit. Toi, ce verre. Mais je ne veux pas de ce verre. Il ne veut pas de ce verre. Il veut. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux pas. Je veux. Tu veux pas. Je veux. Tu veux pas. Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux. C'est son prochain film. Ça, c'est ouf. Hein. Faut savoir que l'animation mélangée à des acteurs, avant c'était plus autour de la rotoscopie. Là, c'est compliqué la rotoscopie. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, Ils ont pris un lapin géant, ils ont Non, mis non, un non, mec non. dans un costume de lapin. En fait, le film avant qui mêlait ça, c'était plus sur la rotoscopie. La rotoscopie, pour expliquer, c'est on filme des acteurs et après on dessine par-dessus. Ils prennent la bobine et ils dessinent par-dessus. Ouais, c'est ouais. ce qui a été fait par exemple pour le premier film Le Seigneur des Anneaux. C'est ça, c'est le premier film des Anneaux fait par Ralph Bakshi. Et lui, Vous en ce saurez film plus était dans sorti- une prochaine émission. C'est ça, ce film Je était fais un peu de sorti teasing. en 78, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'était vraiment des acteurs qui étaient filmés et on redessinait par-dessus. Pour certaines scènes, il y a des scènes qui n'étaient pas trop dessinées par-dessus, mais bon. C'était très très moche et ça faisait très très peur. Donc pour ce film, du coup, c'est vraiment les dessins qui sont ajoutés après. Steven Spielberg dira que quand il verra les premières images sans les dessins animés, il dira que c'est un film d'homme invisible un peu chelou. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Parce Non. qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, genre quand t'as Roger Rabbit, qui du coup est un lapin d'animation, traverse un mur, t'as la marque du lapin, mais Ouais. en fait, le lapin, il est pas là au moment où il filme. Évidemment. Et ce qu'il faisait souvent, Zemeckis, pour donner la direction aux acteurs et aux actrices, c'est qu'il donnait une marionnette. Il y avait une marionnette en fait, une espèce de poupée Ouais, de mais Roger pareil- Rabbit. pareil- Il leur disait, voilà, il sera ici, il fera ça,
Et du coup, il faut que tu adaptes Et ton jeu par rapport à ce le jeu moment-là. d'acteur est quand même assez ouf, quoi. Ah oui, oui, Enfin, Le jeu vraiment. d'acteur oui, est oui. ouf. Et petit quand même, ça veut dire que c'est 2 films d'affilée qui tournent avec Christopher Lloyd. Exactement. Même pas 2, je dirais même 4. Parce que juste après, Il enchaîne faut avec Retour Retour au- à le futur 2 et Deux, 3. ouais. Qui s'enchaînent parce que ces 2 films sortent respectivement en 89 et en 90. Ouais, non, c'est fou. Il a fait 4 films avec Christopher Lloyd, qui pour moi est un excellent acteur. Et surtout que là, le juge de mort, génial. Enfin, il y a tellement de scènes cultes dans ce film. Enfin, les fouines, elles sont drôles. C'est vraiment là, par contre, c'est de la vraie comédie. Les acteurs se jouent super bien. Et ce qui était fait dans le film pour que les acteurs aussi ils se rendent compte d'à qui ils parlaient. La bande son, elle est un peu particulière. Il y avait un travail de dingue. Ah oui, à mon bah avis. oui. Où derrière ils refaisaient les voix des personnages animés. Pendant la scène, il y avait quand même des gens qui étaient derrière la caméra qui faisaient les voix des personnages. Parce qu'il faut quand même remettre aussi dans le contexte de l'époque, donc milieu des années 80, on n'a pas d'ordinateur surpuissant, on n'a pas de logiciel de modélisation 3D, on n'a pas, enfin même les gars qui font sur les bandes son, ils sont encore sur de la bande magnétique. Enfin, faut remettre aussi dans le contexte et du coup dans la performance que c'est pour l'époque de sortir un film comme ça, quoi. Ah c'est oui, quand même c'est assez complexe. Ouais. Après, sur Retour à le futur 2, pas grand chose à dire dessus, juste une petite anecdote. Ceux qui voulaient pas, Zemeckis et Gale aussi voulaient pas ça, c'est se retrouver dans une parodie d'eux-mêmes. Ouais, bien sûr. Dans oui. l'invention dans les inventions futures qu'il pouvait y avoir. Ils ont pas poussé le truc trop loin parce que ils voulaient pas que à la sorte, enfin, arrivé en 2015. On disait, regardez à quoi ils avaient pensé. Ils ont vu les choses un peu trop en grand. Ouais, mais ça aurait pas été les seuls. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait depuis. Hein. Sauf que le fait d'avoir inventé certaines choses, ça a fait que des gens ont réfléchi à ces technologies. L'overboard, même si on l'a pas encore, il y a des gens qui bossent dessus. Alors, overboard, attention, c'est pas le truc à 2 roues là, inclinable. Le vrai overboard, c'est Retour vers le futur, d'accord ? Il existe d'ailleurs en plus, hein. Mais c'est sur. Mais le problème, c'est qu'on se sert du coup du magnétisme et c'est une piste spéciale qu'il faut que tu utilises. Voilà. Donc, voilà. Une autre anecdote à dire sur Retour vers le futur, c'est le premier film d'Elijah Wood. C'est vrai, on le voit effectivement de Retour vers le futur 2, c'est le gamin qui joue à Wild Gunman, qui veut jouer. Et ensuite quand il voit que ça se joue avec les mains, il dit que c'est pour les bébés. Et ouais, je suis désolé Microsoft, mais Kinect ça n'a pas marché. Sinon, pas grand chose à dire. Il voulait absolument faire un western spaghetti aussi. C'est pour ça que dans le 3, il se retrouve au Far West. Alors il y a plein de gens qui le décrivent. Moi j'aime beaucoup. Moi je l'aime bien, il est quand même assez fun, assez rigolo. Et puis il y a plein de clins d'œil. Il y a les Easy Top, je suis désolé, laissez-les tranquilles, ils sont trop stylés. Ah oui, ils sont très cool. Enfin, il y a plein de clins d'œil frisbee. Pourquoi il y a les Easy Top ? Parce que Michael J. Fox a dit à Zemeckis et Spielberg, je veux les Easy Top. Et les Easy Top qui voulaient pas trop, en fait ils se faisaient harceler par Michael J. Fox pour être dans le film. Génial. Génial. Parce qu'ils font franchement, et puis cette scène elle est géniale. Enfin, Frisbee, quand il prend le pistolet, qui tire sur les cibles, c'est comme quand il a joué à Wild Gunman dans le 2. Enfin voilà, c'est assez rigolo. C'est un beau film d'aventure, encore une fois, qui finit sur la note qui clôture parfaitement la trilogie. Moi, ça me. Alors, moi, j'ai un peu de mal avec le train en vrai, à la fin. Ouais, allez. Moi, je me serais arrêté avant. Genre, juste, il reçoit un courrier avec la photo qu'ils ont prise dans la fête foraine, et puis basta, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais plus fait une conclusion comme ça. Ouais. Bon, si il fallait que, en fait, si tu veux, c'est le alors non, mais c'est bon. Maintenant, je suis un écolo, je fais à la vapeur. Avant, ça marche à la vapeur. Au début, c'était plutonium, après c'est les ordures, et maintenant c'est la vapeur. Surtout que dans les deux petits là, si vous avez, d'ailleurs, on fera une petite reco de chaîne YouTube ou de bouquins à regarder, tout ça à la fin. Regardez bien le petit à la dernière scène. Il fait très très peur, le petit blond, hein. Le petit blond, ouais. Verne. il regarde comme ça, il fait viens voir là. Hein. Oui, il fait des gestes chelous et je sais pas comment c'est passé en fait. Ouais, non, mais ça alors, c'est. Il faut se dire aussi que c'est la meilleure prise qu'ils ont, hein. Ouais. Bah, toi, va tourner toi dans un train qui flotte. Attends, c'est pas facile, hein. L'aventure Retour vers le futur s'arrête à ce niveau-là. Donc ils ont fait leur histoire. Ils sont contents, Bob Gale et Zemeckis, ils ont conclu un grand nombre d'années, 10 ans de leur vie, du coup, ça a commencé en 80, ça finit en 90. Ouais, mais sachant qu'ils ont pu réellement commencer, en fait, à partir de 83-84, quoi. Ouais. Donc ils ont déjà pris 3 ans à, ils ont été
pris sérieusement grâce à La Poursuite du Diamant Vert, quoi. Comme quoi, c'est souvent un concours de circonstances et de choix de trucs au bon moment qui font que tu peux réaliser les choses aussi. Hein. Ah, complètement. Ouais, parce qu'ils auraient pas sorti à La Poursuite du Diamant Vert, c'est même pas sûr qu'ils aient sorti Retour à le futur. Hein. Ouais. Avec cette qualité-là, du moins. Et Moi, je dis juste, Jerry Lewis n'avait pas enseigné dans son université, on n'aurait pas Retour à le futur. Ah oui, on n'aurait même pas Robert Zemeckis. Il n'aurait pas rencontré Bob Gale On n'aurait pas Robert Zemeckis. Alors, Robert Zemeckis voulait faire du cinéma de toute façon. Ouais, mais peut-être il serait peut-être pas allé à cette école-là, il serait peut-être pas. Voilà. Mais vous savez, avec des scies, on coupe du bois. Hein. Exactement. Le projet suivant a une genèse aussi particulière. Enfin, à chaque fois, il y a une genèse particulière. C'est un roman qui s'appelle Forrest Gump. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Écrit par Winston Groom. Alors, je connais pas exactement comment est le roman. Donc, ce roman sort. Il a un succès mitigé. Je crois qu'il vend 30 000 copies. Il a pas un gros succès. Mais ça tape dans l'œil à une personne. Alors, lequel des 4 Sherry Lansing. On sait pas qui c'est. C'était la directrice de Paramount Pictures à l'époque. D'accord. Sauf que le problème, elle aimerait bien récupérer les droits de ce bouquin. Les droits de ce bouquin appartiennent à la Warner. Ah ouais? Ouais. Ils avaient déjà. La Warner, ils ont vu qu'il y a un tout petit succès. Hop, ils achètent. Voilà. Non, mais la Warner, je crois qu'ils ont un stock de droits assez plein conséquent. Mais tous les studios, ils ont tendance à faire ces trucs-là en fait. Et puis quand ils savent pas quoi faire, on va dans la boîte des droits où on savait pas quoi en faire. Allez hop là. C'est ça. Sauf que quelques années après la sortie du bouquin, il y a un film qui sort, qui parle aussi d'une personne un peu simple d'esprit, même autiste, on dira. Simple Jack? Non. Qui aura un succès hallucinant à travers le monde entier. Ce film, c'est Rain Man. Ah. Avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Et Dustin Hoffman aura même un Oscar pour ce film. La Warner se dira, bon c'est bon, le public a eu leur film avec un simplet, on va pas en faire d'autres, hein, pas besoin. Hein. Du coup, ils ont Forrest Gump sur les bras, ils font, ouais, on va peut-être s'en débarrasser, on n'a pas trop besoin de ça. Et ils le vendent à la Paramount. Non, c'est Sherry Lansing. Elle voit ça. Ah oui, d'ailleurs, j'ai marqué, à cette époque, ils avaient autant de nez que Krillin. Ouais, c'est pas. Ouais. Sherry Lansing, elle saute sur l'occasion, elle va voir la Warner, elle va dire, je vous échange le film. Moi, j'ai un film d'action, et je peux vous l'échanger contre Forrest Gump. Le film d'action qu'elle a, c'est Ultime Décision. Ouh. Est-ce que vous connaissez ce film? Ah, ça, déjà, juste le titre, on dirait un film de la Canon. Déjà. Si vous le connaissez pas, c'est pas grave, hein, parce que c'est vraiment pourri. Tu l'as vu? J'ai vu un petit morceau. Alors, dedans, il y a Kurt Russell et Steven Seagal. Et Steven Seagal aura, pour ce film, le Razzie Award du pire acteur dans un second rôle. Ouais, déjà, c'est pas un acteur de ouf quand même. Enfin, Voilà. Il y a plein de gens il a fait des films sympas, mais c'est pas non plus. Du coup, la Warner, ils se disent, ah ouais, Ultime Décision, ça va marcher ça. Du coup, on va échanger. Même ils se disent la Warner, parce que Sherry Lansing, elle arrive à bien négocier. Et la Warner, elle savait que ça allait être une purge. Elle s'est dit, vas-y, c'est bon, on échange. Et en fait, la Warner, elle va échanger Ultime Décision contre Forrest Gump, mais elle va aussi donner $400,000 à Sherry Lansing, donc à la Paramount. En plus d'avoir récupéré. Bah ouais, parce que bon, Ultime Décision, ça a l'air bien quand même. C'est ça a l'air ouf. Du coup, ok, on accepte en vous donnant plus de l'argent, tout ça. Donc Sherry Lansing récupère les droits rapidement. Plus $400,000. Plus $400,000. Rapidement, elle trouve l'acteur principal. Bon, elle a proposé à plusieurs personnes. Il y avait. Parce que Tom Hanks, il avait fait juste Big juste avant. Hein. Non, Tom Hanks, il avait fait Big, Les Banlieusards. Ah ouais. Il venait de finir. Il n'avait pas encore eu l'Oscar, mais il venait de finir Philadelphia. Ah oui, d'accord. Les Oscars n'étaient pas encore passés, donc il savait pas s'il allait gagner l'Oscar. Ouais, mais il a gagné l'Oscar de Philadelphia. Ouais, je veux dire, il a fait quand même. Big, il est sympa. Les Banlieusards, il est assez sympa. Les Banlieusards, d'ailleurs, réalisé par un réalisateur qu'on aime beaucoup aussi. Joe Dante. Joe Dante, ouais. Pour ce rôle, à la base, elle voulait Bill Murray. Ouais, parce qu'il est drôle. Sauf que je le vois pas faire le simple d'esprit sans être condescendant ou un peu irrespectueux, parce que je trouve qu'il le fait très bien, Tom Hanks, en étant. Je sais pas trop ce que ça va donner avec Bill Murray, parce que derrière elle avait proposé... Après c'est difficile. C'est ça. C'est un truc. On a ancré ça sur Tom Hanks, donc c'est un peu compliqué. Et après sinon elle avait proposé à John Travolta. Excusez-moi, mais je trouve ça un peu loufoque, quoi. Ouais, mais il avait plusieurs grands films à son actif, John Travolta. Au milieu des années 90, il était revenu de sa traversée du désert. 94, Forrest Gump. Hein. Ouais, mais il venait de il avait fait un ou deux films là qu'il commençait à le relancer, Travolta, il me semble. Je connais pas sa carrière, donc je sais pas trop, mais bon, bref. Bon, très rapidement, c'est arrivé aux oreilles de Tom Hanks, qui avait quand même déjà pas mal de cordes à son arc, et il était quand même nommé pour les Oscars, donc voilà. Et Tom Hanks a, à ce qu'il paraît, accepté
tout de suite. Il n'a pas cherché à comprendre. Tom Hanks, c'est l'un des acteurs où t'as quasiment aucun couac dans ses choix de cinéma. Quasiment, parce qu'il y en a toujours qui sont un peu moins bons que d'autres. Mais là, Forrest Gump, ça me fait penser un peu... Quand j'ai regardé Crazy Day, je me suis dit, tiens, en fait, Crazy Day, moi, je le mets pas ni dans comédie, ni dans drame ou quoi. Je le mets dans morceau d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça te raconte un morceau d'histoire et que c'est l'histoire d'un type qui traverse l'histoire. Ça raconte une partie de l'histoire des États-Unis. Moi, je trouve que c'est ça, en fait, Forrest Gump. Aussi. D'ailleurs, ça, j'en reparlerai parce qu'il y a une petite anecdote aussi là-dessus. Alors, du coup, il est vraiment handicapé. Ce qui est compliqué, c'est pour trouver le réalisateur. Au début, elle pense à Barry Sonnenfeld. Je sais pas comment on prononce. Schoenfeld Sonnen. Sonnen. S-O-2-N. Pas Shonen. F-E-L-D. Ouais. Barry Sonnenfeld, ce type-là, c'est celui qui a réalisé La Famille Adams, qui a beaucoup marché. C'était un carton. Ouais, parce que La Famille Adams aux États-Unis, c'est quand même un truc. 191 millions rapportés. Ouais, pas mal. Box office. Pas mal, oui, ça marche bien. Ouais. Sauf que Barry Sonnenfeld, il décline tout de suite. Enfin, presque tout de suite. Il se sent pas capable ou... Non, c'est parce que son film a eu beaucoup de succès et il sait comment ça marche les studios. Ils vont vouloir faire une suite et s'il est pas là, ils vont prendre n'importe qui. Ah, et donc, lui, il veut faire la suite de La Famille Adams. Donc il a dit, je préfère faire la suite moi-même. Puis il a décliné l'offre. C'est pour ça que la suite de La Famille Adams, c'est pas si mauvaise que ça. Parce que c'est le même en fait. Ouais. Oui. Donc il a fait, je crois que c'est les valeurs de La Famille Adams s'appelle. C'est les valeurs. Les valeurs de La Famille Adams, ouais, c'est. Puis il part faire autre chose et elle, du coup, la productrice se retrouve encore devoir chercher un réalisateur. Réalisateur suivant, c'est une réalisatrice, c'est Penny Marshall qui a fait le film Big, justement. Ah, donc elle a déjà travaillé avec Tom Hanks en plus. C'est ça. Sauf que elle sait pas trop comment elle va faire un truc pareil, comment elle va faire Forrest Gump et tout, et au final, les producteurs disent ouais, elle est peut-être pas assez compétente pour ça. Après, c'est quand même un projet un peu particulier, donc très lourd en plus, hein, parce que je pense que le budget du film est assez costaud. Ce qui se passe, c'est que elle est un peu retirée du projet. Même elle, la réalisatrice, elle dit que elle s'est pas sentie blessée d'être rejetée. Elle s'est dit parce qu'elle a vu la quantité de, l'ampleur du truc, et elle a dit ouais bon. Elle s'est pas sentie à la hauteur. Oh, tu sais, en même temps, c'est bien aussi de se dire non mais là en fait c'est trop pour moi, je vais pas y arriver, je le sens pas quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Sauf qu'il se passe un truc, ça arrive à un moment donné entre les mains de Zemeckis. Alors ça, je n'ai pas trouvé comment, mais ça arrive entre les mains de Zemeckis, le projet. Enfin le scénar en fait arrive entre les mains de Zemeckis. Du coup, il lit et lui, il est très emballé tout de suite. Donc il prend rendez-vous avec Sherry Lansing, il commence à expliquer comment est-ce qu'il pourrait faire le film, comment est-ce qu'il voudrait et tout. Sherry Lansing qui connaît du coup la filmographie de Zemeckis parce que c'est un truc qui était très quatre films d'affilée, enfin 5 films d'affilée qui font des cartons, c'est bon. Elle prend pas de risque. Alors c'est un peu particulier parce que c'est un film vraiment limite biopic, bon, on a un personnage fictif, hein, mais ça fait limite ça, tout tracé de sa vie. Il n'avait pas encore fait cet exercice, Zemeckis, mais il était suffisamment emballé. Il a apporté apparemment de bonnes idées pendant les réunions ou quoi, qui a emballé la productrice. Surtout qu'en fait, il revient sur, on va dire que Forrest Gump, il est à peu près de la génération de Zemeckis. Si on remet le personnage dans la temporalité, notre temporalité réelle, ce qui est le cas, même si c'est un personnage fictif, vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, en fait, il raconte aussi son histoire et l'histoire des États-Unis. Donc c'est quelque chose de, je pense qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits assez facilement. Ce qui se passe, c'est qu'avec les réunions et tout ça, il y a un budget qui est négocié, c'est un budget 50 millions, sauf que Zemeckis, il dit 50 millions, vu ce que j'ai prévu de faire, ça va être un peu short. Et Tom Hanks, qui apprécie Zemeckis quasi tout de suite, ils ont de longues discussions justement sur le scénario, sur comment faire le film et tout ça. Ouais, ils ont une vue commune quoi. Ensemble, ils décident d'aller voir la productrice, de lui dire, il nous faut 10 millions de plus. On peut pas faire sans. Il y a trop de scènes, il y a trop de choses qu'on veut faire. Il y a des scènes, il va y avoir beaucoup de figurants. On va faire ça dans des décors qui vont coûter assez cher et tout ça. Donc il nous faut 10 millions de plus. La productrice, elle est un peu, elle se sent un peu piégée quoi, et elle aime pas trop ça, mais elle finit par dire ok, je veux bien vous donner 10 millions de plus. Enfin même c'est même pas 10 millions, elle dit 8 millions de plus. En revanche, je vais amputer vos salaires pour ces 8 millions. C'est Mickey, c'est Tom Hanks, ils disent pas de souci. Mais du coup ils ont pris un pourcentage non sur les recettes, sur les bénéfices. J'ai pas les détails du contrat, c'est possible que oui, mais en tout cas ils ont quand même accepté d'amputer une bonne partie de leur salaire pour que le film ait suffisamment de budget. Ouais, donc c'est vraiment un film qui leur tenait à cœur. Donc ça leur tenait à cœur. Ouais. Après s'ils ont pris un pourcentage ils sont bien, faut pas. Mais malgré tout, il manque de temps pour le tournage du film parce que bon, il y a forcément une temporalité à respecter. On tourne telle date, on monte telle date et derrière le film doit sortir à telle date. Ouais. Du coup il y a des scènes qui ont été retirées du scénario, qui n'ont pas été filmées, dont une qui est un peu dommage, que j'ai lue, c'est... Celle où les jambes du lieutenant Dan repoussent. Non. Robert Zemeckis, il voulait que Forrest Gump rencontre Martin Luther King.
Ah ouais, ça ça aurait aurait été été- génial. ouais, Ah mais et j'en ai ils entendu font, parler de C'est ça. pendant l'événement où les flics ont lâché les chiens sur Martin Luther King et ses les gens qui le suivaient, qui Ses le soutenaient, partisans, les partisans, ouais. tout ça. Dans cette scène, Tom Hanks devait venir et amadouer les chiens. D'une façon ou d'une autre, en fait, il devait empêcher les chiens Ah ouais. d'attaquer Martin Luther King et ses Ouais, ses partisans. C'est cette scène qui a été retirée. Bon, après ça, le film, bon, il finit par sortir et c'est un carton. Direct, ouais. Directement, ouais. Comme les 5 précédents. Sauf que celui-là, c'est pas n'importe quel carton, c'est le meilleur succès de Zemeckis. Il ne fera jamais mieux. Parce que là, un budget du coup, au final, de 65 millions. Ouais. C'est pas un budget si énorme que ça au final. Sur hein, les pour un 65 film. millions, il y a 10 millions, c'était que pour le marketing. Ouais. Donc déjà avant. Et il a rapporté au box-office 10 fois plus. 680 millions. 680 millions, pardon. Ouais, mais attends, 680 millions au box-office, sans compter maintenant tous les produits dérivés, Voilà. les VHS, les DVD, DVD et tout ça. Là, les- Là, on les- s'arrête au cinéma pendant sa période pendant de sa diffusion. période, c'est ça, il Ce a qui gagné est énorme. 680 millions. Fois 10. Après ça, Zemeckis va se tourner vers, comment dire, de la science-fiction qui n'était pas encore très populaire. Je vois de quel film tu veux parler. C'est une science-fiction qui est un peu particulière. C'est, encore une fois, pour à peu près la 20e fois que je dis depuis le début, une genèse un peu particulière Mais pour le projet suivant. C'est Comme à fou. chaque film. Alors, il y a des films que j'ai pas cités. Si vous regardez la filmo de Zemeckis, il y a certains films que j'ai pas cités qui sont entre les différents projets. Là, tu parles qui vont des suivre. plus gros succès, quoi. Là, pour Et le moment, des je plus parle marquants, je du parle moins. des trucs, oui, les plus marquants. Du coup, le projet suivant, bon, c'est le film, je vous le dis tout de suite, c'est le film Contact, qui Qui est- sort en 1997 Avec Jodie Foster. Ouais. avec Jodie Foster. Le pitch du film, bon, c'est une astrophysicienne qui Reçoit un coup de téléphone de l'espace. Et ça, elle- c'est pas E.T. elle attend des ondes radio qui viennent de l'espace et elle se rend compte que c'est un truc extraterrestre. Et du coup, elle se fait aider par un milliardaire ou millionnaire, je sais plus, pour essayer de décrypter ce fameux son. Alors au départ, c'est la NASA qui l'aide, et puis au final, Oui, enfin, bon, oui. bref. Et en fait, dans ce Petite son, ils arrivent à période décrypter, et c'est un message de l'autre côté de la galaxie. À la base, c'est une nouvelle de Carl Sagan. Alors, Carl Sagan, c'est quelqu'un qu'on connaît très peu ici. C'est un astrophysicien donc, qui est mort depuis, paix à son âme, qui était en fait un vulgarisateur qui passait, l'astrophysique, ouais. qui passait beaucoup à la télévision et qui expliquait un peu. Ah, un peu l'espace, comme, tout ça. comment il s'appelle Neil deGrasse Tyson. Ah, c'est à lui que je Lui, pensais. par contre, c'est un astrophysicien et qui parle aussi beaucoup de l'espace, mais il a une émission qui parle pas que de ça. Alors, Warner, ils ont eu les droits de cette histoire. Et du coup, assez rapidement, ils demandent à Zemeckis de devenir le réalisateur de ça. Sauf que Zemeckis, le scénar qui avait été écrit pour ce film, il aimait pas la fin. Voilà. C'est un scénar écrit par Michael Goldberg et il aimait pas la fin qu'il avait fait. Et le problème, c'est que la Warner voulait pas qu'il change la fin. Attends, donc la fin, c'est... Non, c'est pas la fin qu'on a du film. Non, c'est pas la fin qu'on connaît du film. D'accord. Du coup, cette fin, il aimait pas. Il a fait, bon, non, moi je veux pas faire ça du coup, donc je vais faire autre chose. Du coup, Zemeckis, à cette époque-là, il part sur un biopic un peu particulier. Il voulait faire le biopic de Houdini, un magicien américain qui était très ah ouais connu. Bah, franchement, ça peut le faire. Hein. Sur Houdini, il y a des choses à dire. Ah hein. oui, mais après, c'est un projet qui tombe à l'eau. Donc, du coup, il est parti là-dessus. Et en fait, le projet a été confié à un autre réalisateur, George Miller, réalisateur de Mad Max. Il devait faire Contact. Encore un grand réalisateur qui, pareil, a commencé tout en bas avec de briques et de broc. Enfin. Après, son premier film a été un carton, par contre, pour lui. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que tu Mad commences Max par Mad 1, Max. Voilà. Ouais, Voilà. mais il a galéré à le tourner. Oui. Oui. Bon, on en parlera plus tard, mais Oui, voilà. c'est Voilà, aussi, voilà, lui voilà. aussi, c'est rocambolesque. Ouais, voilà. Sauf que le problème, c'est que George Miller, il a un peu explosé le budget du film. Il demandait toujours de l'argent à la Warner et il a pas 800 millions. Et il a pas réussi à le rendre à temps, en fait. Il devait le rendre pour Noël 96, il a pas réussi à le rendre à ce moment-là. Du coup, la Warner, ils ont fait, bon, ok, George, ça suffit. Maintenant, soit tu sors le film, soit on te vire, en fait. Donc, il a été viré. Ah ouais? Ouais, il a été viré. Et en fait, ils sont retournés voir Zemeckis, Warner. Il fait, bah, s'il te plaît, on a dépensé beaucoup d'argent, est-ce que tu pourrais revenir dessus? Et Zemeckis a fait, ok, mais vous me donnez carte blanche. Et je fais ce que je veux. Et la Warner, ils ont fait, bon, d'accord, vas-y. On a dépensé trop d'argent, on peut plus là. C'est ça, vas-y. Et du coup, avec l'aide de Jodie Foster, elle a participé quand même à la réécriture et
Au tournage, elle était assez active là-dessus. Bah, de toute façon, il paraît qu'elle est très investie dans ses rôles et dans Là, comment elle était faire très, le très truc. investie. Et avec Zemeckis, du coup, ils ont réécrit et ils ont tourné en fait le film qu'on connaît aujourd'hui. Qui est un très bon film de science-fiction que je conseille pour les gens qui aiment la science-fiction. Alors, il n'a pas très bien marché. Ouais. Malgré le fait qu'il soit bon quand même, il n'a pas très bien marché. Il a un budget de 90 millions au final. Et il a rapporté 171 millions. Il est rentré dans ses frais. Il a quasiment doublé. Voilà, mais voilà, c'était un semi-échec. Ouais, parce que il n'a pas été aussi bien reçu que ça par le public et la critique. Mais parce que c'est peut-être un film qui était un poil trop sur l'histoire que ça raconte en avance sur son temps. Oui. C'est-à-dire que milieu des années 90, des films d'anticipation, de communication avec les extraterrestres et tout ça. Ok, on a eu la rencontre avec du troisième type, on a eu E.T., mais c'était plus trop à la mode. Les films dans l'espace, les gens voyaient toujours les films de Spielberg en fait. Donc ils voyaient pas vraiment en fait. C'était soit ça, soit les space opéra comme Star Wars. Exactement. Soit George Lucas, en fait, il va avoir quelqu'un qui juste analyse les sons, il se rend compte c'est un extraterrestre. Ça part de vrais scientifiques en fait, de vrais gens qui c'est leur métier. En fait, c'est la nouvelle d'un astrophysicien. Ouais. Donc quelqu'un qui a le point de vue d'une personne qui analyse les sons. Je pense qu'en fait, il a raconté ce qu'il aurait rêvé vivre en fait. Ce qui est normal parce que ces gens-là, je sais plus, ils ont un nom particulier. Mais après, c'était peut-être aussi pour faire rêver le public. Il avait écrit cette nouvelle pour dire il y a un autre monde qui peut exister. C'est tellement vaste qu'on peut peut-être. C'est quoi, c'est Proxima du Centaure, c'est ça qu'ils vont? Je sais, crois dans ça fait longtemps que je l'ai vu. Je l'ai pas revu pour le podcast. La première fois que je l'ai vu, je suis tombé dessus complètement par hasard. Moi aussi. Et je suis resté bloqué. Bon, c'est un film qu'on vous conseille à voir si vous ne l'avez pas vu. Très très bon. Ce n'est pas le dernier succès de Zemeckis. Bon, c'est un succès mitigé comme on a dit, mais il y a un film qui sort qui va tout changer de la vision de Zemeckis pour le cinéma, mais vraiment tout. Par contre, là pour le coup, c'est Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Ah ouais, c'est le deuxième film. C'est le deuxième film. Et pourquoi le deuxième? Parce que dans ce deuxième film, il y a un personnage qui le fascine, techniquement parlant. C'est le personnage de Gollum. Ils nous l'ont volé, sale sournois petit hobbit, mauvais, perfide, faux. Non, pas le maître. Il voit Gollum et il fait, mais c'est un personnage animé en 3D qui est hyper convaincant. Mais parce que c'est le motion capture. Oui, mais c'est ça en fait. Il se renseigne là-dessus. C'est de la performance capture. La performance capture, Les premières versions de performance capture. Donc c'est le balbutiement en fait de la performance capture. Nous pouvons saluer quand même Andy Serkis qui joue Gollum, qui est un excellent acteur et qui en a fait beaucoup en plus de motion et de performance capture. King Kong après, il a fait plusieurs. Et en fait, il y a eu déjà des tests avant de performance capture. Enfin. Performance / motion capture. Avant ça, il y a eu Jar Jar Binks dans La Menace Fantôme de Star Wars. Oui, c'est vrai. C'est peut-être la pire qui puisse exister. Justement, celle-là, elle a pas marché du tout parce que les gens ont vraiment détesté ce personnage quand il est sorti. Ce personnage est détestable. Si seulement ça pouvait être lui le vrai chef des Sith, ça aurait été trop drôle. Lucas, si tu nous entends, fais un reboot. Non, maintenant il s'en fout, il est dans son ranch et puis, Skywalker. Il a vendu les droits à Disney. Donc, Pas tous, hein. Pas tous, les droits des films. Ouais. Pas le reste. Oui, mais voilà. Zemeckis voit Gollum et il fait c'est génial et je suis certain qu'on pourrait faire des films entièrement en performance capture. C'est peut-être la seule personne qui a vu les 2 tours qui a fantasmé sur Gollum. Alors attention, sans idée, arrière-pensée, tout ça. Non, mais sans arrière-pensée, tout ça, en se disant Et après ce film et après avoir vu comment ça a été fait, il va voir ses équipes techniques qu'il faut créer quelque chose pour pouvoir faire des films comme ça. Donc la chose qu'il va devoir créer, Zemeckis, c'est le volume. Donc, le volume, c'est quoi? C'est un espace vide, une pièce blanche, quoi, qui est entouré de caméras qui vont filmer les acteurs et qui vont capturer du coup leurs gestes et leurs expressions du visage. C'est un peu le descendant de la rotoscopie au final. Ouais, sauf assisté par ordinateur. Voilà, c'est ça. La rotoscopie, c'est vraiment tu reprends les images, tu dessines par-dessus. Là, c'est tu prends un environnement, tu crées un environnement 3D en fait, parce que tu vas filmer les acteurs sous tous les angles. Et ça sans capteur? Ce sont des espèces de billes sur le corps qui vont servir de point de repère pour les caméras et après derrière les graphistes. Des capteurs en fait. Ouais, mais c'est des micro-capteurs. Des micro-capteurs, qui permettent plus de précision peut-être. C'est ça. Et à l'époque, il y avait pas, la technologie était un peu balbutiante. Ils mettaient sur le visage aussi des billes aussi, qui faisaient la même chose, mais d'un point de vue un peu plus précise pour le visage, pour qu'on puisse avoir un peu les émotions et
les expressions faciales des acteurs. Et le souci, entre guillemets, d'avoir cette technologie-là à cette échelle-là, ça crée des personnages en 3D un peu bizarres, parce qu'on se retrouvait dans ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, la vallée dérangeante en français. C'est une théorie qui signifie que... Théorie d'un japonais, c'est ça? Oui, d'un roboticien japonais, je suis désolé, j'ai pas le nom, mais c'est une théorie qui dit que plus un robot, dans ce cas-là, pour lui c'était un robot, ou une image de synthèse, ou un personnage 3D va tendre à ressembler à un humain, plus ses défauts vont nous paraître affreux en fait, vont nous déranger. C'est pour ça vallée dérangeante. Et c'est ce qui se passe un peu avec les films de Zemeckis, le Polar Express. Il y a vraiment des choses où tu regardes le film et des fois tu te sens pas bien, tu vois le truc, tu fais ah non mais il y a un truc qui va pas là, et en fait c'est parce qu'il y a un détail sur le visage du personnage qui va gêner, des fois on le comprend même pas, on est juste dérangé par rapport à ses expressions faciales, à sa façon, à sa gestuelle et tout ça. Et c'est vrai que t'as la même chose avec Beowulf d'ailleurs. Oui c'est ça, j'allais en parler après. Beowulf c'est encore plus particulier parce que Polar Express, c'est un film pour enfants qui n'a pas pour but vraiment de montrer les émotions fortes sur le visage des personnes. Il y a très peu de gros plans sur les visages, il y en a quelques-uns mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Enfin, à la base c'est un roman et c'était prévu pour être un film pour enfants. L'histoire rapidement pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un enfant. La veille de Noël, il y a un train en fait qui débarque chez lui. C'est le Polar Express, c'est le train qui va directement au pôle Nord chez le Père Noël. Il monte dedans, il se passe plein d'aventures. Et le conducteur, non Le contrôleur. Le contrôleur, c'est Tom Hanks. Ouais, pas que une fois. Le petit garçon aussi. Le petit garçon, c'est Tom Hanks aussi. Tom Hanks, il a joué plein de personnages dedans en fait. Waouh, flippant. Du coup, il a eu plusieurs cachets puisqu'il a fait plein de personnages. Je sais pas du tout. Bon, alors j'ai fait tout le casting. Et tu crois que Eddie Murphy, il a fait ses films où il prenait tous ses personnages? Pourquoi? Le professeur Folding, ouais, c'est très caché du coup. Ah ouais, franchement, ouais. Après, s'il se produisait, bon, il se donne l'argent lui-même. Ouais, c'est ça. Et c'est la main droite qu'il a donné à la main gauche. C'est ça. Bon, ce film, il est assez mitigé, même pour le public. Bon, il a quand même fonctionné, hein. Je dis pas que... Ça reste Par contre, il a dû coûter cher, non? C'est un film pour enfants, il a coûté 165 millions. Quand même, c'est l'un de ses plus gros budgets. Hein. Investissement d'une nouvelle technologie, création du volume, enfin tout ça, ça a demandé beaucoup d'argent. Bien sûr, ouais. Ils ont fait beaucoup de tests aussi avant de commencer vraiment à lancer le projet. Mais au box-office, il a quand même chopé 317 millions. Donc c'est quand même un petit succès. Toujours pareil, Zemeckis, Tom Hanks. Donc de suite, tu coches deux cases qui font que les gens vont au cinéma après tout ce qu'ils ont réalisé ensemble, quoi. C'est ça. Ensuite, il veut pas en rester là, Zemeckis, parce qu'en fait, quand il a créé les volumes, il avait signé pour faire 3 films. Il en lance un second, qui se nomme donc Beowulf. C'est basé sur... C'est pas le film avec Christophe Lambert, hein? Non, il y a un autre Beowulf avec Christophe Lambert, c'est pas la même chose. C'est une légende nordique, il me semble. Oui. C'est un poème anglo-saxon, voilà. Et on sait pas trop le situer. On sait pas quand est-ce qu'il a été écrit. Et les historiens disent c'est entre le 7e et le 7e siècle et le premier millénaire. Bon. Ouah, il y a 300 ans, quoi. 300 ans, on s'est passé dans cette période. Ouais, bah ouais. Yes. On sait pas qui l'a écrit, on sait pas, bon, voilà. Bref, Zemeckis, il va faire un film là-dessus, complètement du coup en image de synthèse, c'est toujours le principe. Et sauf que là, il y a beaucoup de plans qui seront des gros plans sur les visages des personnages. Il y a tout un casting assez énorme. Il y a Tony Hopkins, par exemple, qui est dedans. Il y a aussi... C'est lui qui joue le roi, non? Il joue le roi au début, oui. Et il y a aussi Malkovich. John Malkovich. John Malkovich qui joue aussi dedans. Donc voilà, il y a un petit casting quand même assez intéressant. Étant donné qu'il a besoin dans ce film une histoire assez particulière, hein. C'est un monstre qui vient la veille de Noël attaquer tout un banquet, et il y a un guerrier qui s'appelle Beowulf qui vient, qui propose d'aller l'abattre. Bref, c'est un pitch de ce genre. Ouais, c'est assez classique, on va dire. C'est ça. Donc sur ce film, comme je disais, il y a beaucoup de gros plans, et le problème, c'est qu'avec les pastilles sur la figure, les acteurs qui font la performance capture, ils sont un peu gênés. Ils peuvent pas faire des expressions très marquées. Ils vont être obligés de faire des expressions atténuées parce que sinon ça risque de faire tomber ou que les caméras captent pas bien les emplacements des billes. Mm-hmm. Ce qui fait que de temps en temps, vous les voyez aussi dans le film hurler, les personnages, et vous avez l'impression qu'ils hurlent mais timidement, alors que le son est là, mais l'expression du visage n'y est pas. Ce qui fait que là, pour le coup, dans ces scènes-là, on est en plein dans la vallée dérangeante. Et c'est ça qui fait que le film est un peu moyen. Bon, déjà, l'histoire de base est plutôt banale, et après derrière, bon, c'est le film est oui, parce qu'il y a difficile à regarder en vrai.
Moi, je l'ai vu, ouais, il est mieux que celui qu'avec Christophe Lambert. Ouais. Oui, ça, c'est largement. Ça, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y avait besoin d'une adaptation en full 3D? Parce qu'il y a eu un autre film encore qui a été fait par du coup un nordique pour le coup, parce que c'est une histoire nordique à la base. Enfin, c'est un poème nordique. Et apparemment, il serait un peu mieux. J'ai pas vu ce film non plus, mais. Ouais. Après, quand tu penses que à peu près à la même époque, tu as Final Fantasy, les créatures de l'esprit qui sort sans motion capture, hein, sans aucune capture et qui est fait 100% en image de synthèse. Et qui est du coup la vallée dérangeante, qui est pas plus que ça là. Par contre, non. Ils ont réussi à faire des choses. Ils ont réussi à faire longtemps à le faire aussi. Ça a été bon. On pourrait faire plusieurs épisodes juste sur Final Fantasy, les créatures de l'esprit, tellement il y a de choses à dire. Mais tu te dis en fait, il aurait peut-être fallu attendre un peu parce que bon, effectivement, maintenant tu regardes, comme on disait tout à l'heure, Avatar. On n'y est plus dans la vallée dérangeante en fait. Ah non, mais non. Et justement, ça j'en viens, parce qu'en fait, il y a un troisième film du coup qui doit sortir, qui se passe aussi à la période de Noël, ce qui fait que du coup, cette trilogie de Zemeckis, on l'appelle dans le monde du cinéma la trilogie de Noël. Beowulf, ça se passe pendant Noël? Oui, c'est pendant la fête de Noël en fait qu'il attaque le monstre. Alors, c'est peut-être du coup, c'est pas la fête de Noël, c'est plutôt le solstice d'hiver qui fête. Oui et non, c'est là que c'est un peu voilà, c'est. Genre, il y a le Père Noël qui arrive et qui vient se battre contre Beowulf et il dit non, la créature c'est mon pote. C'est le jour de la fête de Beowulf, c'est la fête de Noël. Voilà. Ok. D'accord. Je me suis un peu renseigné là-dessus, apparemment ce serait cette période-là. Un troisième film sort. Ce troisième film, ce sera Le drôle de Noël de Scrooge. Ou un chant de Noël selon le roman basé sur le roman de Charles Dickens. C'est Christmas Choral en titre anglais. Oui. Où là, la technologie évolue, on enlève les billes du visage, mais on va mettre des caméras devant le visage pour capter directement les émotions et les expressions de l'acteur. C'est pas avec Jim Carrey en plus. Et c'est avec Jim Carrey justement. C'est Jim Carrey le personnage principal sera joué par Jim Scrooge. Carrey, c'est ça. Sauf que là, on peut se dire, ah mais du coup, Avatar ça a été fait parce qu'ils ont pris la technologie de eux du coup. Alors oui et non, en fait cette technologie, elle était vue par tout le monde au cinéma, enfin Hollywood, tout le monde lorgnait dessus. James Cameron, il a une seule caméra pour cette technologie, pour pouvoir faire son film. Tandis que... Il y a des capteurs aussi, il me semble, en plus des caméras. C'est pas des capteurs, en fait, ce sont des points de marqueurs, mais c'est des marqueurs qui sont un peu brillants, qui permettent justement de retracer après derrière par ordinateur. Tandis que Zemeckis, pour son film Drôle de Noël de Scrooge, lui, il a 4 caméras. En face et il faut parce qu'en plus là tu mets Jim Carrey qui est effectivement un pro des mimiques faciales. Oui, après c'est aussi parce que avec son équipe il avait un peu moins de moyens Zemeckis pas en face avec Avatar qui avait un budget assez Avatar, colossal. c'est le film le plus cher jamais créé donc. Le plus cher je suis pas sûr. Hein. Dans les Avengers il y en a qui doivent, je pense que le Endgame. Non mais même Pirates des Caraïbes a coûté très cher le 3. Ah oui, je pense que c'est lui le film le plus cher. Les 4 caméras, c'était aussi parce qu'un problème ils voulaient vraiment capter un maximum d'expression faciale et aussi c'est avec la puissance des ordinateurs au fur et à mesure ils ont pu faire quelque chose de plus poussé aussi avec ça parce qu'il fallait aussi que les ordinateurs calculent tout ça et le retransmettent en image de synthèse. Il y a eu une évolution assez concrète et du coup l'Uncanny Valley était beaucoup moins présente sur le Drôle de Noël de Scrooge que les 2 films précédents. Et ce qui a fait du coup que maintenant, un peu grâce à Zemeckis, il y a des gens qui se sont lancés là-dedans, dans la performance capture, et on a maintenant plein de films où c'est à un moment donné utilisé dedans, parce que il faut pas juste s'arrêter à Avatar ou quoi, qui justement, ont dédié leur tournage à ça en fait, plus ou moins. Mais il y a aussi beaucoup de films où tu peux avoir juste un personnage, ou même des fois on s'en rend même pas compte. Par exemple, dans Avenger, comment ça s'appelle, Infinity War, t'as Robert Downey Jr., donc Tony Stark, quand il met son armure... Mais c'est dans quasiment tous en plus, quand il met son armure et qu'on le voit à l'intérieur. Alors oui, sauf que là, non, c'est quand il a son armure en nanomachine. Ah oui. À la seconde où il appuie sur son torse, ce n'est plus lui. Ouais. C'est totalement de l'image de synthèse, sauf qu'il y a quelqu'un derrière avec de la performance capture et de la motion capture. Alors pour les cascades, je pense que ça va être un cascadeur, mais après c'est ce qui est utilisé maintenant comme technologie, c'est ce qu'on appelle les deepfakes sur n'importe qui. Ça c'est un peu autre chose, mais mais je veux dire, c'est les débuts de cette technologie-là en fait, qui est très 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 récente. Hein. On prend le visage d'une personne et on le colle sur une autre quoi. C'est ça. Après la carrière de Zemeckis, je me suis arrêté là. En vrai, je suis pas allé beaucoup plus loin. Il a fait plein de films après. Il a fait Flight, il a fait Marwen. The Walk, il a fait Bienvenue à Marwen, dans lequel il a encore utilisé la performance capture. Parce qu'il y a des scènes où il se voit en marionnette, du coup, enfin en poupée, et où il a été refait avec de la performance capture.
Voilà, il y a eu quelques trucs. Bon, le dernier film, je le comprends pas. C'est Pinocchio. Encore avec Tom Hanks. Live action, commandé par Disney, encore avec Tom Hanks, en Geppetto. Je l'ai pas vu. Pour moi, enfin les live action Disney, je vois pas l'intérêt en fait. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je les regarde pas. Parce qu'il y en a plein qui font polémique sur la petite sirène, tout ça. Ben, en vrai, je vois même pas l'intérêt de refaire un film. Ouais, c'est ça, plus c'est ça ça en fait, moi, mais bon. Bah, l'intérêt de refaire un film, c'est de faire de l'argent. Oui, non, mais au-delà de ça. Ouais, au-delà de ça, il y a rien. Ça prouve qu'en fait, Disney est incapable de recréer. Ils ne peuvent créer qu'à partir de Pixar. Sans Pixar, ils font quasiment rien, Disney. Bah, un petit peu, quand tu vois Zootopie, ça sort de nulle part quand même. Zootopie, ça sort de nulle part. C'est un ovni qui est un très bon film. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'il est sorti, depuis 2017 ou un truc comme ça, là, par là. On doit être dans ces eaux-là. 2016. 2016, tu vois. Ça commence à faire maintenant. Oui, bon, ça fait 7 ans, mais... ouais, mais voilà. Donc c'est pour ça que moi, effectivement, Zemeckis, je l'aime beaucoup parce que il a créé quand même quelque chose. Alors c'est sûr que c'était il y a longtemps au départ et tout, mais il est toujours dans l'innovation, il reste pas dans la facilité. Il finit la trilogie Retour vers le futur, il tombe par hasard sur Forrest Gump. Et il dit vas-y j'y vais. C'est, enfin je veux dire. C'est ce que je dis au début. Il aime construire, fabriquer en fait des films. Donc c'est pour ça que Forrest Gump ça a pas dû être trop fabriqué. C'était quand même scénarisé. C'est quand même un truc plus. Bien sûr. Donc voilà. Mais après, il faut quand même créer le produit. C'est ça. Il faut créer le film quoi. Tu regardes sa trilogie de Noël par exemple. Il a fabriqué le volume. Il a fabriqué toute la technologie autour pour faire ça. Bah après il a fait ce qu'il aime et voilà. Même quand tu regardes. Ça m'étonne pas au final qu'il se tourne vers la motion capture, vers tout ça, parce que quand tu regardes effectivement Roger Rabbit, il aurait eu ça aurait pas été pareil. Ah oui, complètement. Mais ils avaient envisagé de faire de la rotoscopie, mais le problème c'est hyper compliqué. Ça aurait pas. Déjà à la base, ça devait être un film beaucoup plus sombre que ça n'a été. C'est-à-dire que le juge de mort déjà il fait bien flipper. C'est ça. Ouais. Et normalement, même tous les toons et tout ça, ils devaient être beaucoup plus dark. Mais en fait, ils se sont dit, c'est mieux de faire un décalage. Avec un Montoon complètement loufoque et à côté un film assemblé à un film noir. Quand Eddie Valiant il se retrouve à Toonville, c'est quand même bien flippant. Hein, je suis désolé. Quand tu vois avec tes yeux d'enfant, tu fais oh ouais c'est rigolo. Avec l'autre un homme. On va se calmer. Oui. Ouais, mais après c'était justement pour que les enfants puissent regarder. Bien sûr. C'est ça aussi. Voilà, c'est pas... Ouais, enfin, je sais pas combien d'enfants ont fait des cauchemars avec le juge de mort quand il enlève sa perruque et tout ça. Qui a les gros yeux rouges. Ouais. Tu te souviens de moi, Eddie? Enfin voilà, moi j'ai fini ce que j'avais à dire là-dessus. Désolé, ça a été un peu long, mais... Ouais, bah écoute, ce sera un long épisode, mais le but aussi, c'est qu'on partage, qu'on apprenne des choses et qu'on partage ce qu'on a appris aussi, hein, donc voilà. Hein. Après moi, l'anecdote que je préfère, c'est quand t'as la Warner qui dit « Forrest Gump, ça marchera jamais ». Ah, c'est beau ça. Ultime décision. Bon. Mais tu sais que ça a été la même chose pour le Seigneur des Anneaux, hein. Oui, il y a beaucoup Peter Jackson, il est allé partout, hein. Ah oui. Et encore. Les pires, je crois, c'est Disney. Sur Disney, genre en 2 ans, ils ont refusé le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Ils ont pris le monde de Narnia. Ils ont dit quand même, le monde de Narnia, c'est bon, on en a marre de rater notre chance là. Raté. Dommage, c'est raté aussi. Encore le premier film, il a marché, mais les autres. Ouais. Le problème, c'est que c'est du vu, de revu, et on a eu tellement de trucs dans ce style-là. Ouais. Les enfants perdus ou tout seul abandonnés qui en fait sont promus à un destin magnifique. Je veux dire, on est en plein dans le monomythe de Campbell. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça de toute façon maintenant. Bon. Je crois, Guillaume, que tu as un petit quiz, que tu as préparé un petit truc sympa. Oui. J'ai préparé quelques questions. Je pense que... Jérôme va pouvoir répondre facilement. Non. Je sais que dans l'historique, il y a eu plusieurs réponses. Hein. Question numéro 1. Dans le film Retour vers le futur, premier du nom, quel est le nom que Marty McFly donne à sa mère dans la version VO? Alors, et c'est pas lui qui le donne, c'est elle qui l'appelle comme ça. Oui, mais après il le garde comme ça, ouais. C'est Calvin Klein. Ouais, Calvin Klein. Et c'était Pierre Cardin en France, parce que Calvin Klein n'était pas encore connu en France. Encore une chose que la VF a fait et qu'ils ont traduit. Ouais, après c'est pas... C'est intelligent. C'est de façon intelligente, c'est pour... que les gens comprennent parce que... Alors je t'avoue que la première fois que j'ai vu Retour vers le futur, quand ils ont dit Pierre Cardin,
Je dis, mais C'est qui ça Il a marqué Pierre Cardin sur son caleçon, mais il est teubé, il s'appelle Marty McFly. C'est nul. Oui, bah c'est pas parce que c'était pas son nom, c'était parce que moi je savais pas qui c'était quoi. Bah Pierre Cardin, moi non plus. Je connaissais. Par contre, bizarrement, on connaissait Calvin Klein. Ah oui, voilà. C'est parce qu'on a regardé On a regardé tard. On a regardé tard. Bah, fin 90, moi je pense que je l'ai regardé. Ouais, bah on était. En même temps, c'est sorti. On était. Moi, j'étais pas né. Oui, Sorti en 85, donc. Moi j'avais moins 7 ans. C'est ça. Deuxième question, ça on a répondu. Voilà. Vas-y. Quel grand producteur a refusé de financer la série des Retours vers le futur ? Bah Disney. Pour quelle raison ? Inceste. Ouais. Voilà. Voilà. Non, situation incestueuse, c'est ça qu'ils ont dit. Oui, situation incestueuse. Bah, en même temps. Oui, mais parce que Disney, ça représente l'Amérique puritaine, hein, il faut pas se le cacher non plus. Mais bon, ça gêne pas de voir des animaux en plein débat amoureux, sans forcément, voilà. Aujourd'hui, ce discours peut plus marcher parce que aujourd'hui, ils ont 20th Century Fox, Disney, et dedans il y a quoi ? Il y a Alien. Oui. Et alors ? Ben Alien, toute l'imagerie de Giger. C'est autour du sexe, hein. C'est pas autour d'autre chose. Hein. Ah oui, de l'imagerie de l'alien en lui-même, oui, parce qu'il a une forme phallique, le crâne. Et la façon aussi dont il sort du corps et tout ça, bon, c'est des choses qui sont très. Oui. Ça, ils ont pas de souci avec ça du coup maintenant Disney. Ouais. Non, parce que ça rapporte de l'argent. Après, il y a Internet qui dit que la reine alien est la nouvelle princesse aussi. Oh, ah oui, c'est vrai, ouais, je l'ai vu passer. Moi, j'aurais ça. plus dit du coup. Ripley, hein, nouvelle princesse, mais. Non, c'est pas une princesse. Ripley, bah c'est une princesse c'est guerrière. Ils ont montré aussi. Hein. Ouais, voilà, il y a que elle en fait, en princesse guerrière. Parce qu'après il y a des magiciennes, il y a des filles qui se sont transformées en grenouilles. Il y a Mulan. Mulan, mais c'est pas une princesse. Ouais. Bah, c'est pas une princesse. Non, c'est une fille de noble. De noble, ouais. Question suivante. Il y en a là aussi, mais c'est un lion. Ouais, mais c'est pas une princesse. Bah, ça devient une reine. Ah ouais, devient reine. Oui. Direct. On passe pas par la case apprenti. Non, c'est. C'est ça. Question suivante, toujours sur Retour à le futur. Quel acteur du Seigneur des Anneaux joue dans Retour à le futur ? Elijah Wood dans le 2, Voilà. le petit garçon qui est sur la borne d'arcade. Exact. Dans le Café 80, je crois qu'il s'appelle. C'est ça. En version anglaise, il ne dit rien. Ouais, en ouais. version française, parce qu'en fait c'est le type à côté qui dit ça joue à les mains, c'est fait pour les bébés. C'est celui qui est à côté. En français il dit oh. En anglais il dit rien. Donc on a fait plus jouer en français qu'il n'a joué en anglais. Et je suis même pas sûr que ce soit le même acteur qui l'ait doublé après dans. Ouais, non, c'est pas sûr non. Quel rôle a été recasté pour Retour à le futur 2 ? Ah, c'est la copine de Marty, c'est Jennifer. Je sais plus comment s'appelle l'actrice par contre. Ouais. Qui a joué. Attends, c'est elle qui avait joué après dans. Non, c'était pas elle. Si, c'est elle qui a joué dans The Boys. C'est elle qui joue la directrice. C'est la deuxième actrice du coup. Qui a fait La directrice dans The Boys. Qui joue la directrice blonde dans la première saison. Ah ouais. C'est Attends, celle du premier film, pas celle du deuxième. Non, si. du deuxième film. Ah ouais. Ouais. Du deuxième et troisième, Jennifer là, c'est elle qui joue la directrice dans The Boys. Qui est dans les 2 premières saisons, ouais. D'accord. Ah, faudrait que je regarde ça. La première, non, c'est la première, non. Moi, Non. j'avais un autre personnage. Ah si, ouais, que la première. C'est le personnage de George McFly, le Oui. père. Il a été remplacé, à la base, dans le 1, c'est Crispin Glover qui joue. Et dans le 2, il a été remplacé par Jeffrey Weissman pour les scènes où il apparaît en 85 et par un masque pour les scènes où il apparaît en 1955. Ah ouais. Ouais. C'est possible, Ouais. Oh, c'est ouf ça. Ouais, du coup, quel est le premier film de Robert Zemeckis ? Crazy Day, du coup. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Donc Voilà. c'était Crazy Pas plus Day. de paroles, du coup. C'est ça. On connaît pas Mais par contre, ce qui est fou, c'est que à travers tous les films de Zemeckis, on a la musique qui est très présente quand même. Hein. Ouais. Tous, Merci Alan Silvestri parce que c'est lui qui a fait la majorité des musiques. Ouais, mais Alan Silvestri. Mais là, on parle de. Il a aussi fait Macademy, donc. Ouais, mais là, ouais, on va pas. Tout le monde fait des erreurs, hein. Tout le monde. Oui, on a besoin de payer nos factures, de manger. Voilà. Ouais, je sais pas si on avait vraiment besoin, mais bon. À l'époque de Macademy, je sais pas.
Je sais pas non plus. Hein. Mais bref, c'est quand même quelque chose de très présent parce que dès son premier film, la musique, c'est un peu l'élément central. On parle des Beatles, Bah donc oui, voilà. forcément c'est l'élément central. Heureusement que c'est l'élément central quand même. Mais après, même dans Retour vers le futur, Marty McFly, c'est un musicien. Même un truc, dans La poursuite du diamant vert, quand on le regarde et qu'on sait qu'il voulait absolument faire Retour vers le futur, il y a certaines scènes, ça te fait penser à Retour vers le futur. Rien que l'intro, t'as une petite musique avec le texte, un texte qui s'affiche blanc sur fond noir. Mm-hmm. C'est la même chose que Retour vers le futur. Ouais. Ça fait vraiment ça, et t'as une petite musique derrière qui fait vraiment penser à ça. Et ouais, tu sens que voilà, et c'est avec la musique, tu te rends compte que tu avais déjà des idées en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais même que tu regardes Forrest Gump, quand il y a des pas des flashbacks, mais quand il y a des images d'archives ou quoi que ce soit, la musique, c'est la musique de l'époque et ça permet aux spectateurs, qui est un minimum documenté parce qu'on connaît pas forcément, voilà, mais de te dire, ou même à l'américain qui a grandi dans ces époques-là, ah ouais, ça c'était à cette époque-là, ça il s'était passé ça, parce qu'il part de faits réels, des tentatives d'assassinat sur président, les premiers noirs qui rentrent à l'école, qui rentrent à la fac en Alabama. Oui, voilà. Et ce qui est très fort aussi, ce qui aide le truc, c'est que il le montre du point de vue de Forrest Gump, vu que c'est lui Forrest Gump qui parle en voix. C'est ça, c'est assez. Et donc c'est le point de vue d'un simplet, et du coup ça peut être le point de vue d'un enfant. Hein. N'est stupide que la stupidité. Question suivante. Alors. Quel est le dernier film de Robert Zemeckis ? Je crois que c'était Pinocchio, mais peut-être pas. Ouais, je pense en que tant que réalisateur, je pense que c'est Pinocchio. Ouais. Après. Il a fait The Witch juste avant, Les Sorcières. The Witch ? The Witches, Les Sorcières. Witches. Avec Anna Tawai. Ouais. Ah, ça ? Oui, c'est lui. Mais ça a l'air nul. Mais oui. Alors c'est un film, c'est une réédition d'un autre film qui existait qui a été fait dans les années 90, où c'est un gosse qui est hébergé chez ou qui va chez sa tante ou je sais plus, ou sa grand-mère peut-être. Ouais, qui est en fait une sorcière. sorcière. Il y a une maison à côté qui est plus ou moins une maison apparemment un truc de vacances ou j'en sais rien, où il y a plein de sorcières qui se réunissent, mais il y a aussi plein de gens qui sont pas des sorciers dedans quoi. Mais lui, il se rend compte qu'il y a des sorcières à cet endroit-là. Et il me semble que le film de Zemeckis s'est inspiré de ça. D'accord. Parce que franchement, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait. Et moi, j'avais bien envie de le voir juste pour le podcast. Mais comme on fait le podcast, je le regarderai pas. Voilà. Bah déjà, tu nous as fait regarder des films, effectivement. Oscar. J'aimerais bien voir 1941. Ouais, moi aussi. Il est sympa, mais je suis un peu d'accord avec les critiques. Les acteurs sont bons, mais je suis d'accord avec les critiques qui disaient chaotique, pas vraiment drôle, difficile à suivre. Bon, pas vraiment drôle, je suis pas trop d'accord, mais difficile à suivre et un peu chaotique, ouais. Oscar, j'ai été très très agréablement surpris. Ouais. Vraiment. Moi j'ai été, comme j'ai regardé Crazy Day en premier. Pareil. J'ai été, moi j'ai été saoulé au bout d'une demi-heure, j'ai arrêté, je l'ai regardé en 4 ou 5 fois parce que ça crie dans tous les sens. Mais c'est insupportable, vraiment. Mais après, ça retransmet bien la frénésie qu'il y avait des fans des Beatles, quoi. Ouais, oui. Voilà. Alors. Question suivante. Quel est le film qui a coûté le plus cher en termes de budget à Robert Zemeckis ? Je vais pas regarder mes fiches du coup. Je crois que c'est le Pôle Express. Parce que 165 millions. Ah, quoique, peut-être Pinocchio. Pinocchio, le dernier. Je sais pas, moi j'ai pas regardé les derniers. En fait. Ouais. C'est bien le Pôle Express. Ouais, parce que t'as dit tout à l'heure. 165 millions, c'est quand même un sacré budget, mais bon, effectivement, création de nouvelles technologies, comme tu disais tout à l'heure, ça coûte cher. Hein. Mise en place, test. Donc, parce que c'est juste, j'ai plein de trucs que j'ai pas dit, hein, mais Tom Hanks, c'était un cobaye. Hein. On lui a dit, tu mets la combi, tu vas commencer à faire des trucs dans le vide. Ça devait être trop drôle, les premiers trucs. Ah, oui. Après, je sais pas comment, en tout cas, à ce qui paraît, Tom Hanks, c'est un mec super cool et qui, plusieurs fois pendant le tournage, suivant si le tournage est plus ou moins long, il va faire la cuisine pour tout le monde sur le plateau. Mais oui. Avec un pote qui est cuistot. Mais ouais, c'est ça. Ouais, sauf que la mère de Scorsese fait. Débarque et fait à manger pour 50 personnes. Ouais, c'est ça. Allez, vous avez pas mangé. Et parce que il aimait ça et ça a l'air d'être quelqu'un, du moins c'est ce qui transparaît. Je le connais pas personnellement, mais qui est très, assez simple et assez sympathique. C'est ce qui dégage, comme Harrison Ford, je trouve aussi. Il y a des acteurs comme ça. Là... Autant Tom Cruise, il a pas l'air sympa. Non. Autant, je pense qu'effectivement, Tom Hanks. Là, dernièrement, il y a Tom Hanks qui était en train de se balader dans un parc. Il y a un couple de mariés qui se mariaient dans ce parc. Et
le couple de Maria demandait à Tom Hanks s'il voulait bien être le témoin du mariage. Et Tom Hanks a été le témoin du mariage de Normal. de Et le ce gars... couple. Non, mais alors le gars qui était témoin du mariage, dégage, il y a Tom Hanks. Non, mais voilà, c'est tout. C'est ça. Alors, après, donc, vrai ou faux, est-ce que Tom Hanks a été le premier choix pour incarner Forrest Gump? Non. Ouais, non, du coup... Et du coup, est-ce que vous pouvez me donner les noms des différents acteurs à qui on a proposé avant? Après, moi j'en ai 3, mais. Moi, Alors j'en là- ai 4. Alors là, pas souvenir. Il y a Bill Murray, Travolta, et. Il y en a, je sais pas qui c'était, mais je crois que c'est Chevy quelque chose, non? Alors, Il y a pas... Attends. Ah, je vais retrouver le nom, je vais retrouver le nom. non, t'es trop jeune, Tom Cruise. Ouais, hein, remarque, il aurait pu. Hein. Emilio Estevez. Non. Un autre acteur. Brad Pitt. Non, si, il y avait le scénariste, je sais, il voulait que ce soit John Goodman. Non. Quand il a écrit son bouquin, il pensait à John Goodman, lui. Effectivement, il y a John Goodman. Mais c'est que ça, je pense que c'était que l'écrivain. Après, je sais pas, remarque peut-être que Peut-être qu'ils ont proposé, puisque l'écrivain il a dû dire ouais, moi j'ai pensé à lui quand j'écrivais ce bouquin. Je sais pas comment John Goodman a pu le prendre, mais. Je sais pas trop. Bah, étant donné qu'ils ont refusé, je pense que voilà. Alors après, il y en a peut-être qui ont refusé parce que le script leur plaisait pas. Il y en a peut-être d'autres qui faisaient d'autres films ou qui se sentaient pas à la hauteur aussi. Hein. Enfin, c'est quand même de te dire bon. Je vais devoir jouer un handicapé, mais il va pas falloir que j'en fasse trop. Enfin, ça me fait penser au premier film de DiCaprio quand il est enfant, qui tourne avec Johnny Depp, l'histoire d'une famille pauvre dans le sud des États-Unis, et il a tellement un enfant retardé, ouais, voilà, qui est assez limité. Et franchement, tu le vois, tu te dis, mais en fait, il l'est. Parce que il joue bien, ouais. Et donc il y avait aussi Bill Paxton. Ah ouais. D'accord, ouais. Non, je le vois pas du tout. Moi non plus. Non, mais on voit plus se faire tuer par un Predator que. voilà. Que jouer Forrest Gump, quoi. Et il se fait pas tuer par un Predator, Bill Paxton. Attends. C'est pas Bill Paxton qui se fait tuer par un Predator? Si. Ah si, c'est Bill Paxton. Non, je confonds avec l'autre parce qu'il a joué aussi dans Alien, Bill Paxton. Il se fait aussi dans Terminator. Et dans Terminator, ouais. Non. Alors. Parce que s'il joue dans Predator 2, c'est le jeune loup, tu sais, qui arrive et tout ça, machin. Il joue dans Terminator 1, du coup. Non, Terminator 2. Mais non, le 1. C'est un des loupards du début qui se fait buter. Alors. Par le Terminator méchant. Ah oui, bien vu. Je crois que c'est celui aux cheveux bleus, je crois. Et en fait, et ça, je l'ai retenu parce que c'est le seul acteur qui s'est fait tuer par un Terminator, un Alien et un Predator. C'est une victime. Ouais. Si c'est bien lui dont on parle. Oui, si, Bill Paxton, c'est lui, regarde. C'est lui. Oui, c'est lui. Ouais, et tu regardes Bill Paxton Terminator 1, tu vas voir la photo où il joue un punk, parce que oui, c'était les punks les méchants à l'époque. Oui, les loupards de la rue, quoi. Et... Ah ouais. Ouais, trop des méchants. Ouh. Ouais, c'est ça, Alien, Predator 2, Terminator. Il a joué aussi dans plein de films. Hein. Et du coup, lui... Dans Commando. Ouais. Et il a joué dans Edge of Tomorrow. Les fantômes du Titanic. Oui, il joue le colonel, là. Ouais. Non, le Major. Oui, le Major. Qui les entraîne, ouais. Je connais pas les rangs, mais je sais, oui. Combien d'Oscars a remporté le film Forrest Gump? 3 ou 4, non? Plus que ça. Déjà celui de Tom Hanks, ça c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas le meilleur scénario? Meilleure réalisation, peut-être. Meilleure réalisation? Ouais. Meilleur film, meilleure bande-son, je dirais. Ouais, parce que la bande-son... La musique et tout, enfin franchement, c'est assez ouf. Je veux dire, il faut être insensible pour à la fin pour pas verser une petite larme ou pas ressentir des émotions. Moi, je quoi. dis 5. 5 Bon, allez, je vais dire 4 pour le jeu. Plus un, Jérôme. Il y en a 6 Oscars. 6 Oscars, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. Ah ouais, mais quand même, t'as meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. En gros, voilà, il y a pété rien le de game. mieux. Voilà, il y a rien de mieux. T'es arrivé, tu fais. Mais surtout, ok. Il y avait Tom Hanks, il avait rien à prouver parce qu'il avait déjà eu un Oscar et il en reprend. Hein. Non, en plus sur le film papier, le film qui suit quoi. Et ouais, bah c'est. En fait, chaque fois qu'il se présente, il gagne quoi. C'est un peu ça. Mais Tom Hanks, c'est l'acteur que tu peux pas détester. Non. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu peux pas le détester. Il est pas détestable. Oui, c'est ça. Par contre, il faut pas voyager avec lui.
Parce que entre Solomon, Sully, Captain Phillips. Ouais, t'as pas envie. Ouais, tu voyages pas. Alors, des pirates, des avions qui se crashent. Bon, on va éviter. Hein. Tu portes la poisse un peu, mec. C'est ça. Tu le vois dans un avion, tu transpires. C'est ça. Il y a Thomas qui est avec nous là. Oui, vous voulez qu'on aille Non, je veux descendre. Non, je veux descendre. Je veux un autre avion. Un autre avion. Et c'était la dernière question. Bah, très bien. Oh, c'est cool. Merci. De rien. Alors on a Merci peut-être quelques petites recommandations quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait ça sur la dernière émission. Alors, qu'est-ce que vous recommanderiez ? J'aurais une recommandation. Autour de Zemeckis. Oui, alors moi je recommande, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui franchement je pense que c'est quelque chose qui résumera pas mal les avancées technologiques et comment est-ce que ça a été amené en fait la performance capture. Ouais. C'est une vidéo du Fossoyeur. Ah oui. Film. Très bonne chaîne d'ailleurs, ouais. Vous pouvez tout regarder sur Fossoyeur. François Thorel qui a fait une vidéo autour du film Beowulf justement, où il parle du film bien entendu, qu'est-ce qu'il représente et voilà, qu'est-ce qu'il a amené aussi. Qu'est-ce qu'il a amené, et derrière il parle un peu aussi de la technologie, comment elle était un peu balbutiante, mais qui promettait un avenir assez intéressant au niveau du cinéma. Donc moi je recommande cette vidéo qui est vraiment très bien. Elle est un peu longue, mais en vrai ça passe. Ça passe vite. Ouais, et puis le Fossoyeur étant un grand fan de cinéma et de cinéma de genre surtout, je vous le conseille vivement parce que déjà il y a des choses que vous n'allez pas en revenir. Quand je vous dis Sean Connery en Juste au corps rouge, vous me croirez pas, et pourtant voilà, regardez-le. Voilà, c'est des trucs. C'est une très très bonne chaîne. Voilà. Si vous aimez aussi les films de série B, puisque ça fait partie de l'univers de Zemeckis, je vous conseille la chaîne en mode VHS, qui est une toute petite chaîne YouTube et qui est génialissime. C'est un mec qui fait les résumés de films, mais en mode un peu Kaira, Schlag, tu vois. C'est assez drôle, c'est bien foutu. Voilà. Donc voilà, ma petite reco. Moi, j'ai pas de recommandation, enfin, sauf bien sûr du film. Sûr. Non, mais après, il y a certainement, alors on n'en a pas des titres là, c'est vrai qu'on s'auto-tape sur les doigts de bouquins sur Zemeckis, parce qu'il y en a certainement, si vous avez envie d'en savoir plus. Alors si, moi j'ai un truc, alors j'annonce mes sources du coup, un journal qui s'appelle le Rokirama. En fait, c'est un journal qui parle de cinéma, et il y en a sur plein de thèmes, de réalisateurs. Ça a été ma source principale, le Rokirama spécial Zemeckis. C'est en référence au Rocky Horror Picture Show qu'ils ont appelé Rokirama ? Aucune idée. Parce qu'on dirait que la typo, c'est la même. Un magazine de cinéma qui parle de ça, qui parle de cinéma et de réalisateurs, et aussi qui parle un peu de leur parcours pour certains, et qui parle des différents projets qu'ils auraient pu influencer, qu'ils ont monté, ou même qu'ils ont abandonné, comme Houdini. Merci Zemeckis, j'aurais bien aimé voir ce film quand même. Ouais, pourquoi pas. Tu sais, moi, le Napoléon... Il va y avoir un truc là-dessus. Parce qu'il y a... comment ça s'appelle De Kubrick, je te parle. Oui. C'est... mais ça me saoule d'oublier les noms. Alien 1. Oui. C'est qui le réalisateur ? Ridley Scott. Voilà, Ridley Scott qui va faire un truc sur le Napoléon. Alors pour l'instant, il est en train de tourner Gladiator 2. Hein. Oui, mais en fait, il veut faire. Il veut pas faire un film. Hein. Il veut pas faire un film Napoléon. Il veut faire un documentaire. Il veut faire un documentaire sur le tournage du film. Ah non, sur la préparation du tournage du film de Kubrick. Ouais. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission sur lui parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Voilà, donc écoutez, ça a été très instructif. C'est beaucoup de choses à dire, donc une émission plus longue. Mais je pense qu'effectivement, à l'avenir, on partira plus sur un format de 1h30 parce que ça nous convient un peu mieux. Ça fera peut-être un peu plus qu'1h30, un peu moins. Voilà, ça, adapté, voilà, c'est ça. On reste un podcast. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de nous écouter en une seule fois. Vous pouvez le faire en plusieurs. Faites le ménage en même temps, ça va. Ouais, c'est ça. Voilà. La cuisine, le ménage, voilà, les corvées habituelles. C'est ça. Bonne fin de journée, de soirée, de nuit, tout dépend de quand est-ce que vous nous écoutez. Bonne fin de route. À une prochaine fois. C'est tout pour nous. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et une excellente nuit.